le fondement de cette école, c'est les métiers du commerce. Et donc là, je vais revenir vers Isabelle Barthes, qui est sans doute une des grandes spécialistes en France du commerce et des métiers du commerce. Et qui vraiment, depuis maintenant quelques années, a beaucoup écrit sur ces questions et vous a fait une conférence tout à fait magistrale. Conférence qui va être, que vous aurez la possibilité de revoir à partir du mois de janvier, puisque toutes les conférences vont être mises sur le site. Et nous sommes en train de recaler tout cela sur le site qui vous permettra de pouvoir écouter ou réécouter. Et donc, aujourd'hui, c'est la troisième conférence. Première conférence qui était un peu une sorte d'ouverture et d'initiation à ce commerce en pleine évolution, mais à ce commerce aussi d'hier ou d'avant-hier, puisque tu nous as fait un superbe historique sur la façon dont en Mésopotamie, nous avions à Ur, on avait déjà l'échange et le commerce comme élément du fonctionnement de ces cités, de ces cités-empires. Deuxième temps, ça avait été avec Jean-François Lemoine, le e-commerce, donc le commerce d'aujourd'hui et de demain. Et puis, nous avons vraiment, avec Yann Martin aujourd'hui, c'est le point de vue du philosophe, on va dire. J'anticipe sur ce que va nous dire Yann Martin, mais la chance que nous avons avec Yann Martin, c'est que c'est quelqu'un, vous avez la possibilité de voir un peu tout un cycle de conférences qu'il a fait avec Isabelle Barthes il y a quelques années à Strasbourg, quand ils ont fait des conférences tout à fait fascinantes, d'ailleurs des livres, sur le manager et le philosophe. Donc le manager ou la manager, et puis le philosophe, sur lequel on voit bien un peu les enjeux, les points de vue différents, mais aussi les complémentarités, et la façon dont l'un se nourrit de l'autre. Donc la rhétorique, oui, on échange et on partage. Et donc aujourd'hui, avec Yann Martin, nous avons, et je te laisserai, je dirais, animer cette conférence, nous avons quelqu'un qui a un regard un peu le pas de côté, et ce pas de côté si important pour nous, d'avoir un regard, sinon critique, mais au sens vrai du terme, qui permet effectivement de comprendre, ou tout au moins de démonter ce qui nous semble des évidences. Et donc j'imagine que ça sera un plaisir que j'ai pu avoir en regardant, mais il y a quelques années de ça, sur YouTube, vos conférences mutuelles. Je vais poser une question à la salle. Vous avez eu des cours? Est-ce que vous avez déjà eu des cours de philo au lycée? Oui. Tous? Voilà. Vous n'en avez pas fait depuis. Voilà. Alors vous gardez sûrement un très très bon souvenir de vos cours de philo terminale. Voilà. Alors, je vais plaider pour une chose. Moi, je suis beaucoup dans les entreprises, je fais beaucoup d'accompagnement, beaucoup de conférences. Vous avez une vraie chance d'écouter ces conférences parce que, comme le dit François, c'est vraiment le pas de côté. Et il y a une compétence, vous avez tous entendu parler des soft skills, qu'on attend de tout le monde dans les entreprises, particulièrement de Bac+5. Et les commerciaux ne sont pas les meilleurs, je peux vous dire dans la partition, c'est d'être réflexif. Réflexif, c'est être capable de prendre une distance critique avec ce qu'on vit, avec ce qu'on fait. Et la réflexivité, c'est vraiment une soft skills majeure dans le monde actuel. Alors, ça ne s'acquiert pas comme ça, sur YouTube, même si ça peut, en regardant d'autres conférences. Ça se travaille, ça s'éduque. Et la philosophie, ces séminaires de recherche, c'est une façon, justement, de travailler votre réflexivité. Et je vous promets que dans les métiers commerciaux, c'est ce qui fera la différence pour vous quand vous voudrez cocher un CDI, quand vous voudrez avoir une promotion, avoir le choix de votre carrière, avoir le choix d'aller manager ou pas. Et ça fera vraiment une grosse différence. Donc voilà, donc ça c'est une petite pierre dans la construction de votre portefeuille de compétences douces, de soft skills. Voilà, alors Yann est un professeur de philosophie, il a fait beaucoup de sa carrière en classe préparatoire. Je pense que c'est quelqu'un, vous allez voir, je pense que ça vaut le coup d'écouter, mais avoir une écoute active, pas penser à autre chose ou faire autre chose en même temps. Et je pense que vous en sortirez avec, sur plein de sujets, des questions. Toujours bien de repartir avec des questions, peut-être pas beaucoup de réponses,
Et ça sera une façon pour vous de réfléchir à l'étape d'après pour, je répète, être des commerciaux réflexifs et à potentiel. Voilà, donc Yann, tu as un sujet qui était... J'ai fait un petit sujet de dissertation. Hein. Donc c'était... Le commercial, le sophiste et le mercenaire. Le commercial, le sophiste et le mercenaire. Alors tu expliques à maman ce qu'est le Oui, oui, sophiste. c'est Voilà. le mercenaire aussi. Alors on vous laisse... alors installez-vous. C'est vrai que c'est un peu pénible. Oui, alors un dernier point, je te remercie de prendre des notes. Oui. Je ne l'avais pas assez dit les fois précédentes, je pense que c'est vraiment important. Alors, on peut le prendre sur ordinateur, on peut le prendre sur du papier, mais je crois que c'est vraiment important de savoir prendre des notes. Pourquoi? Parce que ces mots, c'est des mots clés qui vous permettront peut-être de mémoriser. Ensuite, un mot permet effectivement derrière d'avoir sinon une pensée, toute une démonstration que l'intervenant a fait. Et je pense que c'est vraiment important que vous appreniez à prendre des notes, puisque je vous rappelle que c'est un travail que à la fois ce type de conférence, ça va vous permettre effectivement d'enrichir le petit mémo que vous allez devoir faire dans les prochaines semaines. Donc prenez des notes. Vraiment, c'est très important. Voilà. Et donc, je te remercie Isabelle de dire que ceci, que pour nous, c'est vraiment important. On a introduit cette initiation en quelque sorte à la recherche. On ne le fait pas comme ça parce que il faut faire de la recherche. Ça vraiment, et tu as raison, c'est dans les compétences, moi je dis les postures. Ça fait évoluer vos postures. L'idée, effectivement, c'est 3 dimensions. Développer l'esprit critique. Deuxième dimension, avoir une capacité d'innovation. C'est-à-dire que innovation, ça veut dire penser différemment, mais surtout, c'est vous aider à penser. Et penser, c'est le pas de côté. Penser, c'est quelque chose qui doit développer vos capacités à réfléchir. Réfléchir, je vous rappelle, c'est le miroir. C'est le regard que l'on a sur soi ou sur une situation, et ensuite on essaie de prendre du recul. Et que ces dimensions-là, elles se font aussi par d'autres choses que la notion d'apprentissage, apprenant, sachant. Là, on essaie de casser autre chose dans cette logique d'apprenant, sachant. Bon, bref, j'en ai trop dit. Place au beefsteak et au plat principal. Merci François. Très bien. Bonjour à tous. Il y a quelques mois, quand Isabelle Barthes m'avait demandé si je pourrais intervenir devant vous sur penser à la fois la question de l'éthique et la question du commerce, penser quelque chose sur une éthique du commerce, je me suis dit que proposer un titre qui serait, je sais pas moi, l'éthique du commerce, ce serait quand même pas très sympathique, pas très agréable, pas très excitant. Et je lui ai proposé un titre un peu plus provocateur, sans doute, celui que j'ai évoqué il y a quelques instants, le commercial, le sophiste et le mercenaire. Vous me demanderez pourquoi cette idée m'est venue à l'esprit des minutes qui vont suivre. Et si je veux aller jusqu'au bout de la provocation, j'avais pensé à un 4e terme, la prostituée. Et puis je me suis dit que là, quand même, c'était peut-être un petit peu fort de café et qu'on pouvait la laisser de côté, au moins provisoirement, même si je dois reconnaître que la tentation de l'intégrer dans ce triptyque, et d'en faire un quadriptyque, était assez forte pour moi. Alors le commercial, le sophiste et le mercenaire. On verra tout à l'heure ce que c'est que le sophiste et le mercenaire. Hein. Ça pourrait résonner un peu comme une fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. On dirait, oh, bah, non, les fables de La Fontaine, il n'y a toujours que 2 animaux. Bah non, parfois il y en a 3. Hein. Par exemple, il y en a une qui s'appelle, je crois, il faut que je retrouve, le chat, la belette et le lapin, par exemple. Là. Et quand on met en scène 3 personnages de ce type, on se dit qu'ils ont des analogies, des oppositions. On joue de la façon dont ils se ressemblent, ou dont au contraire, ils s'opposent. Ben, c'est un peu pareil avec le commercial, le sophiste et le mercenaire. Ça pourrait être le titre d'une fable, mais d'une fable peut-être assez peu reluisante, parce que si le commercial, on croit pouvoir partir du principe qu'on sait à peu près ce que c'est, ce qu'on devine plus ou moins confusément
concernant le sophiste et le mercenaire, c'est qu'ils n'ont pas très bonne réputation. Le mercenaire, vous savez ce que c'est? C'est une sorte de soldat privé qui met sa force, sa puissance, son talent au service de n'importe quelle cause qui accepte de le rémunérer pour cela. On paye, et je n'ai pas d'état d'âme à servir n'importe quelle cause, un jour une cause, et puis peut-être 2 mois plus tard, la cause exactement contraire. Donc le mercenaire, c'est le soldat sans idéal, qui se bat pour gagner de l'argent, et qui n'a que faire d'une cause qu'il défendrait. Et on comprend que depuis très très longtemps, les mercenaires aient mauvaise réputation. Le sophiste, alors j'ai entendu que certains d'entre vous ont fait de la philosophie en terminale, vous en avez peut-être vaguement entendu parler, c'était une école assez étrange de l'Antiquité, vers le 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, et leur manière de gagner de l'argent à eux, c'était d'enseigner l'art de convaincre n'importe qui de n'importe quoi. La rhétorique, si vous voulez, dans ses façons d'être les plus perverses, on s'en fiche de la vérité. On ne se demande pas si ce qu'on dit est vrai ou pas. On ne cherche pas des arguments qui visent à démontrer qu'on a raison. On vise simplement à convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Et les sophistes se faisaient payer très très cher, comme les mercenaires, eh bien pour enseigner cet art qui permettait de briller, par exemple, dans les tribunaux ou sur la scène politique. Tous ceux qui voulaient devenir des hommes politiques importants, dans cette Grèce, à Athènes, qui était déjà une démocratie, et qui avait donc besoin de se faire élire, eh bien tout cela payait très cher des sophistes pour apprendre l'art de convaincre. Et du coup, vous voyez peut-être le rapport avec un certain type de représentation du commercial, parce que si les mercenaires ont toujours eu mauvaise réputation, si les sophistes ont eu très mauvaise réputation à l'époque de Platon, ben ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à réfléchir à ce rapport entre éthique et commerce, c'est que les commerciaux, eux aussi, ont souvent eu, et ont peut-être encore, parfois, très mauvaise réputation. Peut-être de manière injuste. Hein. Et la question, c'est pas de savoir si cette réputation est usurpée ou pas, c'est d'abord d'en prendre acte. Et donc, les pensées en relation avec la commerciale ou le sophiste, c'est peut-être poser la question suivante. Est-ce que le commercial, c'est pas comme le mercenaire? Quelqu'un qui, du moment qu'il est payé, est prêt à vendre n'importe quoi, y compris des réfrigérateurs et des esquimaux? Ou est-ce que, comme le sophiste, c'est pas quelqu'un qui apprend un art du discours qui permet de convaincre n'importe qui, n'importe quoi, et en particulier qui permet de convaincre un client potentiel qu'il a réellement besoin de ce que l'on désire. Et donc, en installant la figure du commercial contre la figure du sophiste et la figure du mercenaire, c'est cette réflexion-là que j'ai voulu provoquer. Quand je dis que le commercial a mauvaise réputation, Isabelle a dû vous le dire, je suis quasiment sûr qu'elle l'a fait, Isabelle Barthes, lors de sa première intervention, qui avait remarqué déjà que c'est la figure de l'Antiquité, Hermès est à la fois le dieu des marchands et le dieu des voleurs. Comme si, sous-entendu, c'était un peu la même chose. Comme si derrière tout marchand, eh bien, se camouflait de manière plus ou moins nette quelque chose comme un voleur. Donc, ce soupçon à l'égard des commerciaux, mi-sophistes ou mercenaires, est un soupçon très, très, très ancien, qui remonte vraiment à l'Antiquité. On pourrait se dire que les choses ont changé, qu'aujourd'hui les commerciaux ont des réalités, que les écoles de commerce forment des commerciaux à haute potentialité morale ou éthique, et que la figure du commercial a perdu ce côté interlope, peu reluisant, qui était la sienne autrefois. Et le problème, c'est que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai, la preuve. Quels sont les grands commerciaux qui, à notre époque,
libérales, capitalistes, sont présentés comme des héros de notre temps. Ben, j'en vois pas beaucoup. Il y a bien évidemment des capitaines d'industrie, il y a des entrepreneurs avisés, Steve Jobs, Zuckerberg, etc. Mais ce n'est pas en tant que commerciaux qu'on les héroïse. C'est en tant qu'entrepreneur ou c'est en tant que capitaine d'industrie. C'est en tant qu'inventeur, c'est en tant qu'innovateur, c'est en tant que meneur d'hommes. Mais le commercial en tant que tel, eh bien, n'a pas véritablement redoré ses blasons à cette époque qui est la nôtre, qui est pourtant l'époque commerciale par excellence, où on commerce de toutes choses, selon des modalités extrêmement variées, qui vont de la petite boutique artisanale jusqu'au commerce gigantesque sur Internet, Amazon, etc. Et c'est un paradoxe assez étonnant. Jamais probablement les échanges marchands n'ont été aussi massifs et diversifiés qu'à notre époque. Et pourtant, la figure du commercial n'en a pas profité pour redorer son blason. La preuve aussi, exception pour l'ICD, c'est que ce qu'on appelait il y a 20 ans des écoles de commerce, on a tendance, depuis pas mal d'années, à les appeler des écoles de management. Ça fait à peu près bien. Les commerces, pourquoi est-ce qu'on l'a gommé? Pourquoi est-ce qu'on a effacé cette appellation école de commerce, qui reste comme ça dans l'imaginaire commun, mais qui en réalité ne désigne quasiment plus aucune école supérieure de management. Quasiment plus aucune. On va essayer de comprendre ensemble. Mais d'où ça peut venir? Il ne s'agit pas pour moi de vous dire comment devenir des êtres moraux, vous qui êtes profondément immoraux parce que vous voulez vendre. Pas du tout, c'est pas ça que vous voulez faire. Hein. Il ne s'agit pas d'apporter de l'eau au moulin des idées reçues en se disant bah oui, de toute façon le commerce, c'est un métier de brigand. Non, il s'agit de se demander mais comment l'expliquer? D'où vient cette mauvaise réputation? À quoi tient-elle? Et comment peut-être exercer ce métier de façon, d'une certaine manière, à contester, par la posture qui est la nôtre, cette mauvaise réputation des commerciaux qui seraient en quelque sorte des charlatans, des bonimenteurs de foire, des mercenaires ou des sophistes. Alors, il faut remonter loin, là aussi, pour comprendre ce qui se passe, et la critique des marchands la plus ancienne qui a été élaborée et développée, on la doit sans doute à un philosophe dont vous avez tous entendu parler, un philosophe du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelle Platon. Même si vous n'avez jamais lu Platon, je pense qu'au moins le nom vous dit quelque chose, un des premiers grands philosophes de l'Antiquité. Et c'est chez Platon qu'on trouve cette mise en rapport fréquente du mercenaire, du sophiste et ce qu'il n'appelle pas le commercial. Le commercial est un mot très très récent dans sa forme substantivée quand on dit le commercial. Ça n'apparaît que dans les années 1950, 1960 en France. Là. Mais le marchand, on va appeler simplement le marchand. Généralement, c'est pour dire du mal des sophistes et des mercenaires. C'est cela d'abord qu'il dit. Platon est un adversaire des sophistes, qu'il accuse d'être immoraux et indifférents à la vérité, de vendre un art qui devrait être mis gratuitement à disposition de tous, celui de bien parler pour bien penser. Il reproche bien évidemment aux mercenaires d'être des soldats sans idéaux, sans attache à un pays qu'ils défendraient, par exemple. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, ce qu'il cible, ce n'est pas les marchands. Mais pourtant, quand il veut dire du mal des mercenaires et des sophistes, que fait-il? Il dit, bah, ce sont des marchands. C'est bien que dans son esprit, marchand, c'est quand même pas très très bien. Il ne prétendrait pas dire du mal des sophistes et des mercenaires s'il considérait que le marchand, c'est vachement bien, que ça pose pas de problème, et qu'après tout, il n'y a rien d'immoral à vendre. Eh bien, ce qu'on comprend, c'est que si la présentation des sophistes en marchand peut fonctionner comme une mise en accusation,
des sophistes, c'est parce que la figure du marchand elle-même est déjà, pour Platon, un repoussoir. On pourrait être surpris, on pourrait s'en étonner parce que on trouve chez Platon un texte assez extraordinaire, que vous avez peut-être étudié en terminale, qui semble plutôt faire l'éloge du commerce. C'est au début d'un gros livre de Platon qui s'appelle La République, et Platon se demande quelle est l'origine des sociétés. Comment elles se sont formées? Comment se sont formées les premières communautés humaines? Et Platon fait cette hypothèse, dit ben voilà, on peut imaginer bien sûr des individus isolés, chacun essayant de produire ce dont il a besoin pour subsister. Chacun chassant, cueillant, pêchant, fabriquant des vêtements, fabriquant des armes ou des outils divers. Mais le problème, si chacun se débrouille tout seul pour faire tout ça, personne ne se spécialise et en réalité, personne ne fait bien rien du tout. Il n'y a pas de gens qui chassent particulièrement bien, il n'y a pas de gens qui cultivent particulièrement bien, il n'y a pas de gens qui taillent des menhirs particulièrement bien, donc personne ne se spécialise. Et dit Platon, ben voilà, les gens sont assez intelligents pour se rendre compte à un moment que si on s'associe, eh bien on va pouvoir partager les compétences. L'un va se spécialiser dans l'art de la cordonnerie, l'autre va se spécialiser dans l'art du tisserand, fabriquer des vêtements, l'autre va se spécialiser dans la chasse, un autre dans l'agriculture. C'est ce qu'on appelle la division sociale du métier. Et à partir du moment où chacun se spécialise, tout le monde y gagne, parce qu'on a de meilleurs vêtements, de meilleures chaussures et de meilleurs chasseurs, par exemple. Mais le problème, c'est qu'une fois que chacun est devenu spécialiste dans l'art de produire quelque chose de particulier, il faut bien échanger. Il faut bien, moi qui ne sais pas chasser, que j'achète au chasseur, c'est difficile à dire cette phrase, j'achète au chasseur, voilà, la viande dont j'ai besoin. Il faut bien que je compte sur celui qui sait fabriquer du pain pour obtenir le pain dont j'ai besoin, quitte à échanger ce pain contre, je ne sais pas, moi, des chaussettes que je sais coudre. Voilà. Donc Platon dit, ben voilà, c'est une suite logique de la division sociale des métiers. Le commerce est une suite logique de la division sociale des métiers, puisqu'il permet d'échanger au sein d'une société, au sein d'une cité, pour parler comme Platon, les biens dont chacun a besoin. Et si on en reste là, on se dit, mais c'est très bien, le commerce. C'est très bien parce que c'est un jeu social d'échange de biens qui permet à chacun de subsister en faisant l'acquisition des produits dont il a besoin pour vivre. Alors on se dit, mais comment Platon peut dire du mal du marchand? Puisque, a priori, c'est quelque chose de très bien. Eh bien, quand Platon se met à dire du mal des marchands, c'est parce qu'au bout du compte, il va distinguer deux sortes de commerce, très très vite. Le premier, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, le commerce permet d'échanger au sein de la cité, de la communauté politique, du chinage, si vous voulez, hein, les biens dont chacun a besoin. Donc ça, c'est du commerce utile pour Platon. Et c'est du commerce utile parce qu'il favorise la vie sociale, en rendant chacun dépendant de chacun. Mais à l'époque de Platon, ce qui existe aussi, c'est le commerce qu'on appelle le commerce portuaire, c'est-à-dire celui qui se fait dans les ports, en dehors des cités. Le port du Pirée est assez loin d'Athènes. Hein, bon. Et là, c'est le commerce qu'on appelle aujourd'hui international. C'est quoi la différence? C'est à ça que Platon est sensible. La différence, c'est que le commerce qu'on appelle parfois intra-urbain, au sein de la cité, ben d'abord est un commerce qui peut très facilement prendre la forme d'un simple troc. On échange des produits contre des produits. Ce n'est pas un échange marchand qui exige quelque chose comme une médiation monétaire, c'est-à-dire comme de la fabrication de monnaie pour rendre des biens équivalents. Et donc il ne permet pas l'accumulation des richesses. Il ne permet pas de spéculer sur des gains
financiers que l'on va pouvoir accumuler indéfiniment. Alors que le commerce portuaire, qui lui ne peut fonctionner parce qu'on ne peut pas transporter par le troc des marchandises en permanence d'un pays vers un autre. Donc effectivement, la monnaie permet de fluidifier les échanges marchands entre les cités, mais à partir du moment où un menhir n'est plus échangé contre un sanglier, mais où de la soie, des épices, du bois ou des produits manufacturés sont payés dans des monnaies qui permettent de penser quelque chose qu'une acquérance des biens, cette monnaie devient thésaurisable, c'est-à-dire qu'elle devient accumulable, et on peut vendre pour accumuler de la monnaie et non plus simplement pour produire des échanges sociaux. Et là, le commerce portuaire rend possible un enrichissement massif de certains, et ces marchands qui commerçaient au niveau international, pour Platon, eh bien, n'avaient absolument pas ne pouvaient pas être considérés comme des citoyens dans la cité. C'est ce qu'on les appelait des métèques. Le terme ne dit plus grand-chose aujourd'hui. Mais c'était des gens qui pouvaient être très 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 riches, mais qui étaient considérés comme n'appartenant à aucune cité particulière, parce que leur but, c'était pas de fluidifier la vie sociale, mais d'accumuler des richesses. Et c'est clairement à eux que s'en prend Platon. Je vous passe un tas de citations et de références qui vous ennuieraient, et que vous retrouverez assez facilement, soit sur la, alors pas sur la vidéo, puisque je ne les aurais pas données, mais je crois éventuellement dans le petit texte qui fera suite à mon propos, que je laisse très très libre aujourd'hui. J'essaie de m'adresser vraiment à vous de la manière la plus claire et la plus nette possible, pour que vous puissiez me suivre bien. Et donc pour Platon, il y a une grande différence entre ce qu'il appelle le boutiquier, le petit commerçant, qui participe à la vie sociale en prenant sa part du jeu des échanges marchands, et le grand marchand des zones portuaires, qui lui, n'appartenant à aucune cité particulière, vise simplement l'accumulation des richesses. Et on pourrait se dire que, ben voilà, bon, Platon dénonce le côté, comment dire, voilà, le souci d'accumuler de l'argent lié au commerce portuaire, et on pourrait s'attendre à ce qu'ils disent, oui, mais alors le bon commerce, c'est celui qui a lieu dans la cité, dans le village. Or non, c'est assez étonnant, ça ne conduit pas Platon à faire ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il considère d'une certaine manière que l'esprit marchand finit toujours par corrompre ceux qui vendent, et qu'à un moment ou à un autre, il faut toujours qu'ils cherchent à assurer leur avantage et leur intérêt aux dépens du client, aux dépens de celui à qui ils vendent. C'est comme si Platon considérait que les hommes sont, au fond, ils ne sont pas très bons. Voilà, ils sont, voilà, la plupart des hommes, nous dit Platon, sont de mauvaise composition, ils sont un peu corrompus, ils préfèrent la satisfaction de leurs intérêts égoïstes aux joies de la vie collective et sociale. Ils préfèrent leur intérêt personnel au bien commun. Et Platon dit que la plupart des hommes sont comme ça, et les commerçants n'y font pas exception. Donc même les petits commerçants, nous dit Platon, chercheront toujours plus ou moins à gruger un peu, à truquer la balance, à faire un échange, même dans le cadre du troc, qui sera un peu trompeur, parce qu'il sera plutôt à leur âme. Chacun cherche d'abord son avantage à lui. Donc, au fond, l'échange marchand, quel qu'il soit pour Platon, c'est une sorte de jeu social à l'intérieur duquel chacun est un peu dupe de chacun et chacun cherche un peu à tromper chacun. C'est pas le lieu de la vie sociale épanouie, libre. C'est curieux, c'est la politique pour Platon, hein, le domaine de la vie sociale libre, engagée, investie, c'est la politique, c'est pas le commerce, hein, c'est bon, pour des raisons que je ne développerai pas aujourd'hui. Hein. Donc en fait, Platon, si vous voulez, comme on dit, on dit pas donner du bébé avec du vin, jeter le bébé avec du vin, voilà, au fond, le commerce, c'est quand même quelque chose de suspect. Alors continuons un peu, et là il va y avoir un terme technique qui va faire son entrée en scène. C'est important que vous le reteniez, il n'est pas si, le mot est très difficile à entendre, vous allez voir qu'il est facile à comprendre.
Un des principaux disciples de Platon, le plus grand même des disciples de Platon, s'appelle Aristote. Et pour savoir ce que pense Aristote, c'est pas très compliqué. Généralement, il n'est pas d'accord du tout avec Platon. Aristote, c'est quelqu'un qui a été le disciple de Platon, mais qui s'est servi de ce qu'il a appris auprès de Platon pour construire une pensée qui conteste à peu près en tout point celle de son maître. Ça, ce sont les meilleurs élèves. Je dis sans ironie, hein. Devenir simplement un clone de son maître, c'est devenir personne. Apprendre à penser pour déployer avec force quelque chose d'original, de singulier et de personnel, ça, c'est avoir été un bon disciple. La meilleure façon d'imiter les grands maîtres, c'est de faire comme eux, c'est de n'imiter personne. Ben, c'est ce que fait Aristote. Sauf sur un point, ben, le commerce, il est globalement d'accord avec Platon. Alors, je ne vais pas vous faire l'argumentaire, mais on doit à Aristote un concept important qui est le concept de crématistique. C-H-R-E accent aigu, M-A-T-I-S-T-I-Q-U-E. Crématistique. Qu'est-ce que c'est que bon, le mot paraît compliqué. Crémata, en grec, ce sont les richesses. Donc la crématistique, c'est l'art de produire et d'accumuler des richesses. Oui, le mot très compliqué, crématistique. Si vous voulez faire malin dimanche midi en famille, vous dites tiens, qu'est-ce que vous pensez de la crématistique? Vous risquez de faire un gros flop, mais ça. Vous dites oh là, depuis qu'il est en école de commerce, mais au fond, l'idée est très simple. La crématistique, ta crémata, les richesses, l'art de produire des richesses. Et Aristote dit ben voilà, il y a deux crématistiques en fait. Et pour faire les choses simplement, il y en a une bonne et il y en a une mauvaise. La bonne, eh bien, c'est pour lui celle qui correspond, comme chez Platon, aux échanges marchands interurbains. On produit des richesses pour le bien de la cité, des richesses qui vont être réinvesties pour que la vie commune soit aussi bien aménagée, aussi agréable que possible. Donc une accumulation de richesses qui ne vise pas l'avantage individuel, mais de richesses qu'on peut mettre au service du commun, y compris dans le cadre des échanges interurbains. Il faut de la richesse, si vous voulez, pour que la cité puisse se développer, construire des bâtiments, des temples, des routes, des bateaux, faire la guerre, etc. Donc cette richesse produite par le commerce et utile à la cité, c'est ce que Aristote appelle, alors ne pas la bonne crématistique. Et puis, bah, s'il y en a une bonne, c'est qu'il y en a une mauvaise. La mauvaise crématistique, eh bien, correspond à ce que j'appelais tout à l'heure le commerce portuaire. C'est celle qui vise l'accumulation des richesses pour elle-même et au profit de ceux qui l'accumulent et au profit exclusif de ceux qui l'accumulent. Et là, Aristote est très sévère. Il dit là, c'est de la richesse qui n'est pas réinvestie dans le jeu social, c'est de la richesse qui n'est pas réinvestie dans l'espace public, dans l'espace politique, c'est de la richesse qui ne permet pas de construire des temples, des routes, des canaux, des bateaux, voilà. Et au fond, c'est de la richesse qui sert les intérêts exclusifs de ces mercenaires et de ces sophistes que sont les marchands des zones portuaires, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le commerce international. Voilà. Je n'irai pas plus loin sur les deux crématistiques, ce que je vous en ai dit là suffit pour aujourd'hui, même si je développe. Dans la version écrite de ce que je vous dis là, ce sera très nettement développé et précisé. Alors, si vous avez, je ne sais pas, certains d'entre vous étaient peut-être en terminale technologique il y a quelques années, et peut-être ont-ils, je dis ça parce qu'il y avait une thématique qui était les échanges. Je sais que les professeurs de philosophie, souvent, ben voilà, ils parlent un peu de Platon et Aristote, donc il y a des gens qui à un moment ils disent oui voilà, les choses vont beaucoup mieux au XVIIIe siècle avec Montesquieu, qui va réhabiliter le commerce. Et je sais qu'Isabelle vous en avait parlé aussi. Donc, voyons ça. Est-ce qu'au XVIIIe siècle, on a une réhabilitation du commerce par Montesquieu? Il semblerait. Et vous comprenez que si je vous dis il semblerait, c'est qu'en réalité, non. Pas du tout. C'est une légende.
Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si vous voulez lire le texte, c'est bien parfois d'aller lire les textes eux-mêmes directement, et pas seulement des interprétations. C'est très facile à lire. Hein. Vous lisez, vous cherchez le livre 20. Livre veut dire chapitre ici. Hein. Il y a un livre de Montesquieu qui s'appelle L'Esprit des lois. Ce chapitre 20 fait 2-3 pages. Elles sont parfaitement claires, limpides, précises. Vous n'aurez aucun mal à les lire. Et si vous ne trouvez pas le livre, vous tapez chapitre 20 L'Esprit des lois sur Internet et vous aurez bien évidemment accès au texte. Et donc dans ce livre 20e de L'Esprit des lois, Montesquieu semble bien se livrer à un éloge sans retenue du commerce et de ses effets qu'il appelle des effets pacificateurs. Avec cette fameuse formule, les peuples qui sont occupés à commercer, pendant ce temps-là, ne sont pas occupés à faire la guerre. Donc voilà, hop, le commerce aurait un effet pacificateur. Si on échange commercialement, eh ben, on n'a pas de temps à consacrer à la guerre. Et pourtant, je cite certaines des vertus que Montesquieu lui prête. Il est censé adoucir les mœurs, guérir les préjugés, porter les peuples à la paix, unir les nations, produire chez les hommes un sentiment de justice exact, offrir une alternative civilisée au brigandage. On pourrait se dire, non plus. L'affaire est réglée, Montesquieu fait bien l'éloge du commerce. Et pourtant, et c'est pas dans un paragraphe suivant, au milieu même de ces éléments élogieux, il glisse les éléments d'une critique radicale. Par exemple, c'est exactement le même paragraphe qui dit « Le commerce corrompt les mœurs pures. S'il unit les nations, il ne parvient pas à unir les particuliers. S'il produit un sentiment de justice exacte, elle est à l'opposé de cette vertu morale qui fait qu'on ne discute pas toujours ses intérêts avec légitimité. » Au fond, que nous dit Montesquieu? Au niveau international, le commerce, effectivement, a une dimension pacificatrice. Mais au niveau interparticulier, au niveau interindividuel, le commerce nous rend mesquins. Il corrompt nos capacités d'accueillir. Il fait de nous des individus qui exigeons une justice exacte, le juste prix, ni plus ni moins, et qui va, au contraire, de ce qu'on pourrait appeler la vertu de générosité. Le commerce rend les individus, les particuliers que nous sommes, mesquins. Ceux qui vendent aussi bien que ceux qui achètent. Et donc, au fond, on comprend bien que cet éloge de Montesquieu n'en est pas un véritablement, puisqu'on retrouve aussi chez Montesquieu cette idée qu'au niveau individuel, les échanges marchands sont marqués du sceau de la corruption. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui fait que chacun reste replié sur ses intérêts particuliers et est prêt à les satisfaire au détriment de son vis-à-vis, l'acheteur pour le vendeur ou le vendeur pour l'acheteur. Soit dit en passant, c'est important le remarque que je viens de faire, parce que la critique du marchand se retourne ici aussi en critique de l'acheteur. De même que celui qui vend veut tenter de maximiser son bénéfice individuel, celui qui achète est engagé avec lui dans un bras de fer, parce que d'une certaine manière, il veut la même chose. Augmenter son bénéfice individuel et donc acquérir le bien le moins cher possible. Et c'est ça le commerce pour Montesquieu, au niveau interindividuel. Ce sont des individus qui cherchent à maximiser leurs intérêts privés aux dépens de l'intérêt d'autrui et sans le moindre souci du bien commun. Alors, du coup, reprenons la question initiale, mais pourquoi ce mauvais traitement, cette mauvaise réputation faite aux marchands? On pourrait se dire, bien évidemment, très très facilement qu'ils ne la méritent pas. Pourquoi les marchands seraient-ils plus immoraux que les enseignants, que les politiques, que les agriculteurs, que les fonctionnaires? Et
je pense qu'on a déjà un petit élément de réponse si on se dit au fond que la figure du marchand fonctionne comme une sorte de bouc émissaire. C'est une hypothèse que je fais, hein, c'est pas une thèse reçue communément. C'est une hypothèse que je fais, là, aujourd'hui, devant vous, hein, dont j'assume le caractère personnel, mais je crois qu'elle a toujours fonctionné comme une sorte de bouc émissaire. Le bouc émissaire, pour faire vite, c'est celui dont on charge de toutes les fautes de la collectivité, qu'on envoie dans le désert, pour chasser tout cela bien loin de nous. Ben, le marchand, j'ai l'impression qu'il sert un peu à ça. Au fond, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Quelque chose de très simple. On pourrait considérer, on a qu'en commun Platon, Aristote, Montesquieu et bien d'autres. Cette idée que les hommes, les êtres humains, enfin les hommes masculins, hein, eh ben, c'est quand même pas extraordinaire. Que nous sommes tous, nous, êtres humains, des individus égoïstes, attachés à nos intérêts particuliers, peu intéressés par le bien commun, soumis à des passions d'accumulation, des gains, des bénéfices, voilà, c'est un peu chacun pour soi, voilà. Et c'est ce qu'on appelle une représentation anthropologique, c'est-à-dire une certaine vision de l'homme, avec laquelle on peut ne pas être d'accord. On peut considérer que les hommes au monde sont doux, sympathiques, intelligents, soucieux du bien commun. Si c'était vrai, je crois que ça se saurait. Et donc, depuis bien longtemps, en Occident en tout cas, on a développé cette idée, cette représentation de l'humanité, des hommes et des femmes, des êtres humains, hein, comme voilà, des individus égoïstes et avant tout attachés à la satisfaction de leurs intérêts particuliers. Puis bien évidemment, on n'aime pas trop ça. On n'aime pas se voir comme cela. Et il y a peut-être quelque chose d'ailleurs en vous qui résiste, qui dit « Oh non, quand même, moi je ne suis pas comme ça ». Alors bien sûr, je pourrais vous dire peut-être que vous n'êtes pas comme ça, je ne pourrais pas vous croire. Bah si, mais vous n'en rendez pas compte. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que quand on refuse de se voir comme cela, et qu'on prend acte de tout ce qui gangrène nos sociétés, la façon dont des intérêts particuliers ne cessent de se heurter et de se confronter les uns aux autres, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de se dire, c'est parce qu'on n'est pas très bien, c'est parce qu'on n'est pas très moraux, c'est parce qu'on n'a pas vraiment le souci du bien commun, eh bien, on se dit, c'est parce qu'il y a dans la société des gens qui corrompent l'espace social. Et c'est ça la recherche du bouc émissaire. Ben, dans certaines sociétés, c'est le marchand. Le marchand devient d'un seul coup la représentation fantasmée de cet individu égoïste qui est complètement soumis à ses intérêts particuliers, qui est incapable de les dépasser et qui se fiche totalement du bien commun. Et donc, plutôt que de se remettre en question tous, on cristallise son angoisse, son inquiétude sur cette figure du bouc émissaire, et le marchand a été, dans bien des sociétés européennes depuis l'Antiquité, cette figure du bouc émissaire chargée, en quelque sorte, de tous les péchés sociaux, c'est-à-dire de tout ce qui renvoie à l'idée d'égoïsme, d'intérêt privé, d'avarice, de souci d'accumuler les richesses, d'un luxe ostentatoire, d'un mépris de tout ce qui ne favorise pas l'accumulation de leur propre richesse. Alors bien sûr, parfois, ça a été assumé. On peut opposer à cette figure du bouc émissaire un certain nombre de penseurs qui ont plutôt tenté de mettre les choses à plat, qui ont dit, bah, non, plutôt que de dénoncer les marchands comme des figures vénales, interlopes, je sais pas si vous connaissez le mot interlope, j'aime bien, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais je suis voilà. En fait, j'ai cherché son origine depuis longtemps, c'est très curieux, ça se perd dans les langues du Nord, voilà, c'est le même mot que looping, que louvoyer, hein, c'est-à-dire, vous voyez, un bateau qui louvoie, c'est un bateau qui cherche le vent en zigzagant, et c'est parce que, si le vent vient simplement de droite, il ne pourra pas aller tout droit, quoi. Donc voilà, il joue en louvoyant, il joue avec le vent pour parvenir quand même à peu près là où il veut aller. Interlope, c'est ça, c'est celui qui est entre les loopings, entre les louvoiements, c'est-à-dire qui s'insinue comme il peut partout pour atteindre ses objectifs de manière jamais très droite, jamais très directe et jamais très franche.
Voilà. Donc vous aurez appris aujourd'hui le mot crématistique, vous aurez appris le mot interlope. Bon. Et sophiste. Bon, voilà, vous allez vraiment quitter cette conférence très savante. Soit dimanche midi, vous allez pouvoir faire fureur au repas de famille. Hein, bon. Donc je disais que l'un des remèdes, enfin ce qu'on trouve aussi au XVIIIe siècle, l'erreur de Montesquieu par exemple, hein, même dès la fin du XVIIe, ben, c'est cette idée que non, assumons les choses. C'est pas le marchand lui-même qui est la figure du profit vénal, du sale type qui ne pense qu'à ses intérêts particuliers. C'est tous les hommes qui sont comme cela, et acceptons-le, et reconnaissons simplement que des hommes qui individuellement ne sont pas des types bien peuvent inventer des structures d'échange qui favorisent malgré tout le bien commun. Et il y a quelqu'un d'intéressant qui a développé cette idée qui s'appelle Mandeville, dans un petit texte que je reprends avec le récit, c'est très facile à lire, s'appelle La fable des abeilles. Alors je ne vais pas vous résumer la fable des abeilles maintenant, mais en fait, que dit Mandeville? En gros ceci. Individuellement, nous avons tous des vices privés, qui font de nous des individus peu reluisants, très attachés à nos intérêts particuliers. Mais c'est pas grave, parce que comme nous sommes doués de raison, nous sommes capables de nous organiser collectivement pour échanger des services, des biens, des produits, qui favorisent la vie sociale, permettent le développement de la civilisation, permettent d'organiser l'espace social et politique de façon à le rendre vivable. Et c'est peut-être là qu'on a une sorte de vraie réhabilitation lucide du commerce. En disant qu'en échangeant des biens, des services, des produits, des ressources, on organise les conditions d'une vie sociale supportable pour des individus qui, individuellement, sont insupportables. Je poursuis un peu mon analyse. Depuis tout à l'heure, je parle de choses qui ne sont pas forcément très précises. J'ai parlé du petit boutiquier, j'ai parlé du commerce interurbain, j'ai parlé du commerce portuaire. Or, quand on parle du commercial, ben, il faut quand même à un moment se dire, mais qu'est-ce que c'est? Commercial, c'est pas exactement synonyme de marchand. Pourtant, on sait bien qu'on est dans ce domaine-là. Quel type de marchand est le commercial? Est-il bien d'ailleurs un type de marchand? Qu'est-ce que c'est qu'un commercial? Ça, c'est une question philosophique élémentaire. Je dis toujours, lorsque j'aime les élèves, je n'ai plus en ce moment, mais je n'ai pas été viré, rassurez-vous. Mais voilà, je dis toujours, penser, c'est distinguer. Quand on confond tout, on pense très mal, et on ne pense plus rien du tout. Donc penser, c'est mettre de l'ordre de façon à distinguer les choses. Le désir, c'est pas le besoin, c'est pas l'excitation. Si on commence à confondre désirer quelqu'un et être excité par lui, on ne pense plus du tout. Enfin, dans ce cas-là, on ne pense plus du tout. Bon, bah pareil, si on commence à confondre marchand, boutiquier, vendeur, commerçant, commercial, bah, on ne sait plus, en définitive, de quoi on parle. Donc je voudrais poursuivre mon analyse en disant, mais au fond, c'est quoi un commercial? C'est quoi du vendre? Un commerçant, un vendeur, un marchand, un commercial, un négociant, etc. Vous voyez que la figure la plus commune, la plus large, c'est celle du marchand. On pourrait dire que c'est la figure originelle. Mais le marchand, c'est quoi? C'est celui originellement qui vend des biens qui ont été produits dans son atelier, qui ont donc été produits par lui. Le boulanger, le boucher, le cordonnier, le marchand de vêtements, vend ce qu'il a fabriqué. Il a donc un rapport à son produit qui est un rapport de très grande proximité et de très grande connaissance. Il sait ce qu'il vend puisqu'il l'a fabriqué. Il sait ce que c'est que le tissu qu'il vend puisque c'est lui qui l'a tissé. Il sait ce que c'est que ce pain qu'il vend puisque c'est lui qui l'a enfourné, qui l'a pétri. Il sait ce que c'est que cette viande qu'il vend puisque c'est lui qui l'a débité en morceaux, qui l'a choisi, sélectionné, voire calculé l'animal, etc. Et donc, on imagine que là, il y a quelque chose qui est un petit peu rassurant, puisque le marchand
le commerçant, si vous voulez, traditionnel, est celui qui connaît suffisamment son produit pour pouvoir en vanter les vertus, sans avoir besoin de tricher, puisqu'il sait réellement ce qu'il a fait. Il n'empêche pas de pouvoir tricher, mentir, bien évidemment. Mais il entretient avec ce qu'il vend un rapport de grande proximité. Dans cette boutique, où il y a un commerçant, on peut avoir ce qu'on appelle parfois aujourd'hui des vendeurs ou des vendeuses. Le rapport est moins net, hein, puisque la vendeuse en boulangerie n'a pas contribué à la fabrication du pain. Et demain, elle sera peut-être embauchée chez un boucher ou un marchand de tissu. C'est possible. Elle est vendeuse. Donc là, au fond, le rapport au produit n'est pas tout à fait le même, parce qu'il est un simple rapport de mise à disposition d'un bien pour un client au service d'un commerçant. Donc, ça, la distance est déjà un peu plus grande. Et puis, il y a le commercial qui est, d'une certaine manière, sans rapport avec le produit qu'il vend, c'est-à-dire un produit qui n'a pas contribué à fabriquer ou à concevoir, et puis un produit à la limite, alors pardonnez-moi de dire ça, mais qui peut très bien lui être parfaitement indifférent. Un commercial doué peut passer en disant de la vente des produits d'assurance à celle des panneaux solaires, en passant par la vente de matériel de laboratoire ou de cravates. Ça, son art, sa compétence, n'est pas de vendre ceci ou cela, contrairement au boulanger ou au boucher. Son art et sa compétence, c'est de vendre tout ce qui lui sera demandé de vendre. Et il ne le vend même pas, puisqu'il réalise simplement un contrat qui mettra à disposition d'un tiers un service ou un bien qui lui sera proposé. Bon, ce qui est intéressant, c'est que la réputation morale de ces trois-là, le commerçant, le vendeur et le commercial, n'est pas tout à fait la même. Les commerçants, en général, ont assez bonne réputation. Je dis bien en général. Je suis dans un petit village où les commerçants, ben voilà, ce sont des figures locales de la vie sociale qu'on aime bien et en qui on a confiance. Voilà. Peut-être pour les raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure. Le vendeur, c'est généralement celui qui n'a pas de réputation. N'importe, c'est un vendeur, il est plus ou moins sympathique, mais comme il n'a pas de rapport direct avec le produit, je dirais que le jugement moral qu'on pourrait prononcer sur le vendeur est à peu près neutralisé. Sympathique ou pas sympathique, c'est pas un jugement moral, c'est un jugement psychologique. Et le commercial continue à avoir cette réputation un petit peu sulfureuse, un peu vénale. Et si on comprend pourquoi. Et là, il y a une différence fondamentale. Un commerçant, comment entrez-vous en relation avec lui? En allant chez lui. C'est votre désir d'obtenir tel ou tel bien, du pain, ou de la viande, de tout ce que vous voulez, qui vous pousse chez lui. Donc vous arrivez chez lui avec un désir déjà constitué. Acheter du pain, des gâteaux, de la viande, des chaussettes, une cravate, ou tout ce que vous voulez. Donc il n'a pas à vous convaincre de devenir acheteur. Puisque de toute façon, au moment où vous poussez la porte de sa boutique, vous êtes déjà en situation d'être acheteur. On attend de lui simplement qu'il mette à votre disposition ce que vous êtes venu chercher. Ça n'empêche pas que des stratégies qui permettent que si vous êtes venu acheter le 4-300 de repartir avec un cinquième supposé gratuit, etc. Ça, bien évidemment. Hein. Mais voilà le geste général. Votre désir, vous arrivez chez le commerçant avec un désir d'acquisition déjà constitué et vous lui demandez rien d'autre que le satisfaire. Et si votre désir est satisfait comme vous l'entendiez, vous êtes content et vous maintenez la bonne réputation du commerçant. Le commercial, c'est très différent, pas sur le vendeur, hein, qui est une figure intermédiaire que j'appelle moralement neutralisée. Le commercial, c'est très différent, c'est celui qui vient chez vous et qui vient à vous, en règle générale. Et bien souvent, pas toujours, hein, là aussi il faudrait affiner la figure, mais bien souvent qui vient à vous, soit avec son désir à lui, moins soucieux de votre désir à vous que de son désir à lui, de la satisfaction de son désir à lui. Que vous achetiez les panneaux solaires, dont il va essayer de vous convaincre qu'ils sont absolument indispensables et utiles, ou les produits d'assurance, ou les cravates, ou le matériel de laboratoire, ou de ce que vous voulez.
C'est-à-dire que la figure s'inverse entre le commerçant et le commercial. C'est le désir du commercial qui prime, alors que c'est le désir de l'acheteur dans un commerce qui prime. Donc inversion de l'ordre du désir. Et on comprend bien que c'est quelque chose de gênant, psychologiquement d'abord. C'est-à-dire que celui-là, qu'est-ce qu'il veut d'abord? Il veut bien évidemment me vendre tel ou tel bien, et pour cela il a besoin de me convaincre que j'en ai absolument besoin. Et donc on comprend que la relation n'est plus tout à fait la même. Elle est beaucoup moins confortable. On comprend qu'il puisse y avoir du soupçon, de l'hésitation. Comment puis-je le croire quand il me dit que ces panneaux solaires sont extrêmement performants et que je rentabiliserai mon investissement en 11 ans? Ça sent l'expérience. Bon. Et que je rentabiliserai mon investissement en 11 ans, quand de toute façon je sais bien que son but, c'est de me vendre un panneau solaire. Que ce soit vrai ou pas. Comment puis-je lui faire confiance quand au moment où il me voit hésiter, il appelle d'un seul coup à son patron, belle mise en scène devant moi, pour lui demander s'il pourrait pas s'il a encore une enveloppe qui permettrait de me faire une remise de 1000 €. Et puis là, il dit, oui, bon, bah, c'est bien parce que c'est vous avez entendu. Là, je lui ai dit, bon, comment puis-je le croire? Comment puis-je ne pas croire qu'il le fait pour chacun des clients et que c'est une mise en scène préparée par avance entre lui et quelqu'un qui n'est peut-être même pas son patron, mais probablement un collègue. Bon, voilà, c'est très compliqué. On est dans un type de relation beaucoup plus complexe où j'ai affaire à un désir qui veut provoquer le mien. Un désir de faire surgir en moi un besoin qui soit n'existait pas, voilà, c'est très compliqué, ou un besoin qui était hésitant, qui se cherchait. Oui, je me pose la question, est-ce que des panneaux solaires, ce serait utile, est-ce que ce serait rentable, ce serait un bon investissement, pour quelles raisons, etc. Et là, bah, bien évidemment, il va sonner la charge. Et puis, c'est celui qui vient chez moi. Qui vient chez moi soit à titre privé, dans l'exemple du panneau solaire, ou qui vient chez moi à titre institutionnel, ben, par exemple, le représentant d'une grande, grande marque de matériaux de laboratoire qui prend rendez-vous avec ses clients dans les hôpitaux. Donc, je crois que la différence, elle est là. Je ne suis pas en train de dire que le commercial est védal et que le commerçant est bon, pas du tout. Hein. Je suis en train de dire que de toute façon, la relation entre le commercial et le client est d'emblée une relation tendue qui ne peut pas ne pas instituer quelque chose comme un espace de soupçon. C'est pas possible. Même si le commercial est excellent, même s'il ne veut absolument pas me tromper, même s'il me dit la vérité ou même s'il est sincère, s'il croit vraiment qu'il me dit, il y a un ordre du soupçon qui est inévitable. Il est celui qui peut toujours me tromper. Même s'il ne me trompe pas, toujours. Une autre différence tient ici à la différence entre le troc et le commerce monétarisé. Et le commerce monétarisé induit un déséquilibre qui lui aussi favorise le soupçon. Essayons de comprendre les choses. Imaginez-vous en régime de troc. Vous avez, je ne sais pas moi, voilà, un petit chasseur, un quartier de veau, voilà. Et puis, quelqu'un a du tissu. Dans la négociation, vous êtes à égalité. Vous savez ce que vous savez, il sait ce qu'il a. Et il s'agit simplement de se mettre d'accord sur la mesure de l'échange. Bon, c'est-à-dire tant de quartiers de veau contre tant de pièces de tissu, par exemple. Mais ça veut dire que là, on a une relation fondamentalement égalitaire dans le troc. Il n'y en a pas un qui est en position haute, a priori, et l'autre qui sera en position basse. Mais dans l'échange monétarisé, les choses changent parce qu'on a un intermédiaire supplémentaire qui est l'argent, et il ne s'agit plus d'échanger un bien contre un autre bien, mais de venir avec en tête l'idée de la valeur déjà déterminée du bien que l'on veut vendre. Autrement dit, dans un échange commercial monétarisé, quel qu'il soit, au niveau commercial ou au niveau commerçant, il y a une relation d'inégalité fondamentale. Il y a celui qui a le bien et il y a celui qui le veut.
c'est plus tout à fait la même chose que celui qui a un bien et celui qui a un bien. Et celui qui veut le bien de l'autre et celui qui veut le bien de l'autre. Ça, c'est une relation égalitaire. Dans un échange commercial, il y a une relation fondamentale, constitutive, d'inégalité. Il y a celui qui a le bien et celui qui ne l'a pas. Il y a celui qui ne l'a pas le désire. Et celui qui l'a dispose du double pouvoir de savoir ce qu'il vend. Lui sait s'il y a des vices cachés, l'autre ne le sait pas. Et de fixer le prix a priori. Vous allez acheter une voiture, ben, le commerçant, ou commercial, ou le vendeur, ou le marchand, appelez-le comme vous voulez, à ce niveau-là, il dispose du produit, il dispose du prix, et vous pouvez toujours essayer de négocier pour baisser le prix. Vous ne savez pas a priori quelle est sa marge, et donc en réalité, il dispose de beaucoup plus d'informations que vous. Ce qui veut dire que la relation commerciale classique est une relation d'inégalité informationnelle. Si on le dit techniquement, on pourrait le dire comme cela. D'un côté, beaucoup d'informations chez celui qui vend. De l'autre côté, très peu d'informations chez celui qui achète. Et bien évidemment, cette relation-là aussi, en tant qu'elle est déséquilibrée, favorise, elle aussi, le soupçon. C'est-à-dire, elle crée un malaise qui fait que on a beau essayer de négocier, on ne sait pas trop bien comment s'y prendre. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est un salaud et que l'autre est quelqu'un de bien, pas du tout. Hein. Mais ça veut dire qu'effectivement, là aussi c'est constitutif. L'information est pour l'essentiel intégralement du même côté. Et c'est pour ça que les associations de consommateurs ont tellement de succès. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une association de consommateurs? Qu'est-ce que c'est qu'une revue qui s'adresse aux consommateurs? C'est une revue qui essaie de rééquilibrer la relation en donnant de l'information à celui qui n'en a pas, pour que l'information ne soit pas tout entière du même côté. Et donc qui cherche en quelque sorte à moraliser les échanges commerciaux et marchands en rééquilibrant l'information dont disposent les uns et les autres. Je crois que c'est toutes ces raisons-là qui permettent de comprendre pourquoi le commercial est parfois déconsidéré, mal vu ou suspecté. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec sa morale individuelle. Ça n'a rien à voir avec, je sais pas, moi, on pourrait dire, oui, bah, c'est parce que les commerciaux sont de toute façon des espèces d'égoïstes qui pensent qu'à s'enrichir, ils sont comme ça, c'est pour ça qu'ils ont fait ce métier. Mais non, ce serait bien évidemment totalement absurde. Je ne vois pas pourquoi ils seraient plus égoïstes et immoraux que les enseignants, les gendarmes, les avocats, les professeurs d'université, qui vous voulez d'ailleurs. Il n'y a vraiment aucune raison. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est pourquoi on se les représente de telle manière. Parce que la relation commerciale est elle-même une relation déjà tendue, qui introduit toujours quelque chose qui est de l'ordre du soupçon. La suspicion, si vous voulez, est structurelle. Elle n'est pas simplement conjoncturelle, ici. Or, comme le temps passe, je ne sais pas ce que je vais vous dire, mais c'est pas grave, hein, je vais juste vous partager avec plein de questions, d'idées, etc. Et encore une fois, je crois que vous aurez à disposition, si j'ai bien compris, un texte complet qui ira beaucoup plus loin et de manière beaucoup plus précise que tout ce que je vous dis là. Et il y a un point sur lequel alors j'aimerais finir, et ce serait celui-ci. Là encore, je vous disais tout à l'heure que penser, c'est distinguer. Ça, c'est capital. Hein. Si on ne distingue pas, on confond tout, et quand on confond tout, bah, c'est la catastrophe. Ce n'est plus de ton part là. Et depuis tout à l'heure, j'ai traité comme synonyme à peu près morale et éthique. Et je crois que si on veut essayer de mieux comprendre, cette fois non plus, pourquoi les commerciaux sont si mal considérés, mais comment, d'une certaine manière, on peut essayer de penser quelque chose comme une éthique du commerce, parce que c'est ça qui serait intéressant. Comment inscrire l'institution commerce dans une visée éthique? Comment commercer éthiquement? C'est quand même une question qui vaut la peine de se poser. Qu'est-ce que c'est que commercer en homme de bien? On n'est pas tous condamnés à être des salauds sous prétexte que l'on commerce, bien évidemment. Donc comment commercer en homme de bien? Mais si on veut se poser cette question sérieusement et l'entendre de manière précise, il va peut-être falloir distinguer trois choses. Éthique, morale et déontologie. Là aussi, si on les confond, on risque d'être très très mal embarqué et de ne plus y voir clair du tout. La morale, alors,
ce que je vais vous dire là est une sorte de choix, là aussi, mais très discutable. Étymologiquement, éthique et morale sont exactement les mêmes mots. Un est grec, et il vient du grec ethos, qui veut dire une manière de se comporter. L'autre est latin, moral. Il vient du latin mos, moris au génitif, c'est pour ça qu'on retrouve le R, et qui veut dire manière de se comporter. Moral est exactement l'équivalent latin de éthique. Donc on pourrait considérer que c'est synonyme. Depuis quelque temps, plusieurs décennies, peut-être plusieurs siècles, on a un petit peu tendance à distinguer éthique et morale, et on peut le faire quand ça produit un supplément de sens et de compréhension. Et il y a une manière de le faire qui me semble satisfaisante et éclairante, qui consiste à dire la morale concerne d'abord la personne, non pas simplement subjectivement au sens de ses valeurs propres, hein, mais une situation n'est pas morale ou immorale, elle est éthiquement recevable ou elle n'est pas éthiquement recevable. Une personne qui se comporte comme un salaud, c'est immoral. Donc la morale, c'est d'abord, quand je dis une affaire individuelle, ça ne veut pas dire chacun ses valeurs morales, ça je le refuse absolument. Hein. Je crois que la morale est universelle, que ce qui fait d'un individu un salaud, c'est ce qui fera d'un autre individu un salaud. Qu'il soit de notre temps ou d'un autre, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, un salaud est un salaud pour les mêmes raisons. Hein. Donc, non, la morale, même si les règles morales ou les principes moraux fondamentaux sont universels, bah, tuer c'est immoral. Mentir, c'est immoral. Voler, c'est immoral. C'est pas une affaire de société, de coutume, de tradition, d'entente ou d'accord entre des partenaires sociaux. C'est pas bien de tuer, c'est pas bien de voler, c'est pas bien de mentir, c'est pas bien de tricher. On peut le faire pour des raisons bonnes ou mauvaises, mais c'est pas bien. Voilà. Mais la morale concerne la façon dont un individu cherche à devenir un peu meilleur. Vous êtes engagé dans une dimension morale quand vous posez seulement cette question. Comment vivre en homme de bien? Comment vivre? Comment faire? Comment agir? Comment me comporter pour ne pas être un salaud? C'est tout bête. Voilà. Et vous verrez que si vous posez sérieusement cette question, vous arriverez tous à peu près aux mêmes réponses. C'est pour ça que la morale est universelle. Mais elle concerne l'individu. Alors vous allez me dire, mais alors c'est universel ou individuel? Elle concerne l'individu en tant que tous les hommes sont d'une certaine manière les mêmes, qui susceptibles d'aspirer à devenir meilleurs en assumant des principes moraux élémentaires et communs. Ça, à la limite, c'est pas trop notre sujet, du coup, la morale. Au fond, c'est pas trop notre sujet, mais quand même, il n'est pas interdit, quand on commerce, de commercer en homme de bien et de garder par devers soi un idéal de justice, de courage. Qu'est-ce que le courage a à faire là-dedans? De justice, c'est assez clair, hein? Essayez, voilà, de justice, partager l'information, essayer de s'entendre sur un prix le plus juste possible, de ne pas vendre quelque chose en sachant très bien qu'il y a des défauts cachés, et que si on parvient à le cacher, ben on parviendra à vendre. Tout ça, c'est pas juste. Voilà, c'est une question de justice. Ben, la justice est une vertu morale fondamentale. Le courage de dire quelquefois, ben non, ça je ne le vends pas parce que, désolé, et je ne peux pas vendre ce genre de choses. Bien sûr, je pourrais m'enrichir en faisant du commerce de drogue. Ben, je ne le ferai pas, parce que vendre de la drogue, c'est dégueulasse. Il faut parfois un certain courage quand on sait que, eh bien, on va perdre de l'argent peut-être en refusant quelque chose. Voilà. Il y a des vertus morales élémentaires qui peuvent nous orienter et nous guider dans notre vie professionnelle. Ce qu'on appelle parfois les vertus cardinales, la prudence, le courage, la justice. Ça ne regarde pas ce que nous sommes en tant que commerciaux, commerçants, ça regarde ce que nous sommes en tant qu'hommes. La dimension éthique. La dimension éthique est plus collective. La dimension éthique n'a pas affaire à ce qui est vrai ou bon, elle a affaire à ce qui est recevable ou acceptable à un moment donné particulier, et dans une population particulière. Prenons un exemple simple. Aujourd'hui, il y a de véritables débats éthiques concernant, par exemple, la vente de viande animale. Tous les débats autour du véganisme, etc. Ce qui était considéré comme sans problème du point de vue moral il y a 20 ans, exercer la profession de boucher, fait aujourd'hui débat pour des raisons éthiques. Vendre et consommer des cadavres animaux. Très bien. L'éthique relève, c'est toujours ce qui se détermine dans le cadre d'un débat commun
qui permet de déterminer ou de faire dominer un certain nombre de valeurs sur d'autres valeurs. Vous savez, parce que quand je parle de morale, je parle de vertu, quand je parle d'éthique, je parle de valeurs. L'éthique détermine des valeurs qui peuvent changer d'une époque à l'autre et d'un pays à l'autre. La morale promeut des vertus qui nous aident à grandir en humanité. Pas tout à fait la même chose. Hein. Valeur, c'est un terme éthique. Vertu, c'est un terme moral. Je préfère les gens vertueux aux gens qui ont des valeurs. Hein. Des gens qui me disent « Ah oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, je préfère les gens qui ont beaucoup de vertus. » Bon, ça c'est notre affaire. Hein. Voilà. Mais le domaine éthique, il est là. Et quand on commerce, on ne peut pas faire comme si on n'était pas pris dans un ordre éthique particulier. Vendre de la viande aujourd'hui, ou en vendre il y a 20 ans, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'on ne peut pas s'exclure du débat éthique. Vendre des armes. Bien sûr, vendre des armes, c'est vendre des armes dans un contexte qui, éthiquement, pose un certain nombre de questions. Peut-on faire commerce d'objets qui sont produits pour tuer? Alors bien sûr, on peut débattre. Oui, bien sûr, parce qu'au niveau des États, on peut toujours être attaqué par un État qui vient s'en prendre à nous, et il faut pouvoir se défendre. Donc la vente d'armes est hélas nécessaire pour assurer. Voilà, bien sûr, on peut inventer tous les arguments que l'on voudra. Mais c'est ça qui est important au niveau éthique. Un commercial, quel qu'il soit, ne peut pas ne pas prendre acte des questions éthiques qui structurent les valeurs de la société dans laquelle il appartient. Et il ne peut pas s'exclure ou s'extraire du débat. C'est la différence d'ailleurs entre ce que j'appelle le trafiquant et le commerçant. Le trafiquant se fout totalement de savoir si ce qu'il vend peut moralement être vendu ou pas. Ce qui l'intéresse, c'est son bénéfice, et il refuse d'entrer dans le débat commun sur la valeur de ce qu'il vend et du geste qui est le sien. Le trafiquant de drogue, le trafiquant d'armes, le trafiquant d'organes, voilà. Le commerçant, qui s'inscrit dans un espace social structuré, qui fait partie d'une institution, doit forcément participer, s'interroger sur ces débats qui structurent le monde dans lequel il intervient. Si vous vendez aujourd'hui des éoliennes, des panneaux solaires, de la viande de boucherie, des armes, des vaccins, et bien évidemment, vous pouvez faire comme si tout cela ne posait pas un certain nombre de questions. Au fond, c'est quoi l'absence éthique ici? L'absence éthique n'est pas le consentement au mal. L'absence éthique, c'est le refus de prendre sa part du débat commun par lequel se structurent des valeurs communes. Et je crois que c'est ça un commercial éthique. C'est celui qui sait bien que la vente de certaines choses pose problème, qui sait bien que tout n'est pas reçu de la même manière à toutes les époques, et qu'il faut tenir compte d'un état de la société changeant, etc. Et puis il y a la déontologie. La déontologie, c'est beaucoup plus simple. La déontologie, c'est simplement un ensemble de règles normatives qui concernent un métier particulier. C'est-à-dire que la morale, c'est du personnel, de l'individuel, et je ne veux pas dire que c'est du subjectif, hein, l'éthique c'est du collectif, la déontologie c'est du particulier professionnel. Quand on est prêtre, on ne viole pas le secret, on ne transgresse pas, violer ça fait un peu bizarre dans ce contexte, c'est le secret de la confession. Quand on est avocat, il y a une éthique des avocats, il y a une déontologie, l'histoire des avocats, une déontologie des pharmaciens, une déontologie enseignante, une déontologie policière, etc., etc. Alors, ça s'intéresse. Du coup, vous voyez, la différence, c'est que la morale, quoi qu'on en dise, n'est pas conformiste, puisqu'elle suppose que je sois capable, pour essayer de devenir quelqu'un de bien, de faire quelque chose qui, au regard des normes comportementales, peut paraître excessif ou décalé, ou bon trop con. Donc, quoi qu'on en dise, la morale n'est pas normative. Je refuse complètement cette idée. L'éthique ne l'est pas non plus, même si elle tend toujours à vouloir imposer des normes, elle les met toujours en débat et en discussion. Donc elle est mouvante, fluctuante, et il faut savoir quel est le monde éthique dans lequel nous vivons, si on veut comprendre ce qu'il est possible d'échanger et comment il est possible d'échanger.
Mais la déontologie est parfaitement conformiste. La déontologie, ce sont des règles prescrites auxquelles il faut se tenir sans se poser de questions. Si la déontologie de votre institution commerçante, c'est, eh bien, on fixe d'emblée un juste prix, mais on ne le négocie pas avec le client parce que le prix a été déjà établi au plus bas, vous n'avez pas à vous demander si oui ou non vous allez en donner. Voilà, c'est clair, c'est fixé. Du coup, l'important c'est de savoir à chaque fois sur quel plan vous vous situez. Et je crois qu'il faut savoir, je terminerai là-dessus, se situer à ces trois niveaux quand on est un commercial, un commerçant, un vendeur, un boutiquier, un négociant, peu importe. Il faut savoir se situer à ces trois niveaux. Le niveau moral, c'est celui de la vérité de votre humanité, en tant qu'elle n'est vraiment humaine que de porter avec courage certaines vertus sans lesquelles vous serez toujours un peu moins qu'humain. Manquer de morale, c'est manquer d'humanité. Et là, peu importe que vous soyez commerçant, que vous soyez enseignant, que vous soyez avocat, que vous soyez policier, peu importe, on ne peut pas s'exonérer des vertus morales par lesquelles s'atteste le meilleur de notre humanité. On est déjà un salaud quand on prétend s'en exonérer. Et ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez commerçant, commercial ou autre chose. Au niveau éthique, elle est la vérité toujours à faire, à inventer, à déployer, à réinventer, de systèmes de valorisation dont il faut tenir compte pour participer à un débat toujours repris sur ce qui est acceptable, ici et maintenant, dans la société qui est la nôtre, et sur ce qui ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de commerciaux formés dans des écoles de commerce, de formation intelligente, cultivée, capables de prendre leur part d'un débat public qui détermine des valeurs communes, partagées, bien partagées ou mal partagées, qu'il faut pouvoir comprendre si on veut pouvoir en jouer, ou si on veut pouvoir tout simplement faire son travail dans les meilleures conditions possibles. C'est absolument indispensable. Ne rien comprendre au monde dans lequel nous vivons, c'est se couper toute possibilité de faire le métier que nous allons faire. Donc au niveau éthique, vous devez être sensible intellectuellement à toutes ces informations qui vous permettent de prendre la mesure du monde singulier et changeant dans lequel vous vivez, vous travaillez et vous pensez. Et au niveau déontologique, elle est la vérité d'un comportement qui entend tout à la fois respecter les règles qui me sont hiérarchiquement imposées et le client avec lequel je suis en relation. Alors j'ai terminé en disant, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vérité là-dedans. Vérité d'un rapport à soi, le plan moral. Vérité d'un rapport à la société, le plan éthique. Vérité d'un rapport à l'institution qui m'emploie, déontologie. Bien sûr, cette vérité est une vérité très très modeste. Elle n'est pas une vérité à connaître, avec les philosophes ou les scientifiques, mais je crois que cette vérité, elle est une vérité à être. C'est peut-être là qu'il y aurait quelque chose comme une piste possible pour une éthique du commerce. Être vrai. Être vrai dans ce que l'on fait, être vrai dans ce que l'on dit, être vrai dans ce que l'on vend, être vrai dans ce que l'on croit. Et être vrai, ce à quoi je vous invite, c'est s'efforcer de joindre en soi le souci moral de l'homme juste, le souci éthique du citoyen responsable et le souci déontologique du professionnel digne de confiance. Je vous remercie de votre attention. Bien, alors je pense qu'on a pris une grande leçon d'éthique, de morale et déontologie. J'imagine, enfin j'espère que ça a résonné en vous et que vous avez peut-être connu des situations, vous connaissez peut-être des situations qui vous interpellent, parce qu'il y a des petites phrases comme de toute façon, si c'est pas moi si c'est pas nous qui le faisons, que ça sera un concurrent, la charte éthique qui est dans l'entreprise, et puis les petits arrangements qui vont avec. Voilà. Donc, je voulais savoir s'il y a quelqu'un qui accepte, alors peut-être de poser des questions, ou bien de partager quelque chose qui a résonné en lui ou en elle de tout ce qui vient d'être dit. Parce que je l'avais abordé, la situation de dilemme est une situation qu'on peut connaître
à tous les niveaux, et quelles que soient d'ailleurs les professions. Et c'est vrai que la profession commerciale est particulièrement interpellée par rapport à ça. Alors, est-ce que quelqu'un a le courage, mobiliser sa vertu, le courage, pour prendre la parole? Est-ce que c'est des questions qu'on vous pose dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a une charte éthique? Est-ce qu'il y en a qui ont un code déontologique dans leur entreprise, de façon plus simple? Oui, allez-y. Du coup, il n'y a pas trop de cette charte que vous parlez actuellement, mais pour moi, toutes les entreprises elles sont en charge de bénéfices et peu sont prêts justement à avoir des commerciaux moraux. Donc la passion de l'accumulation de biens et de richesses, ça vient parfois aussi de la hiérarchie, et comme dans la machine, on peut faire ce qu'on doit faire, quoi. J'aimerais bien avoir un code de déontologie, mais vous avez dit, on est toujours biaisé. Et voilà, le vice social, j'espère que je suis pas à fond dedans, mais c'est malheureusement ce qu'on me demande de faire au travail, d'appeler. Voilà. Alors, pour préciser, Hélène répondra, mais voilà, vous dites, alors vous êtes dans une situation de commerciale à distance, donc vous êtes amené à ce difficile métier qu'on demande souvent d'ailleurs aux jeunes en alternance, de convaincre des gens par téléphone, c'est ça? Pour prendre des rendez-vous par la suite, mais oui, ça commence. Voilà, et ça concerne quel type de produits ou de services? Dans un produit de la prévention, dans la sécurité. D'accord, je vois très bien, d'accord. Ce qui ne me touche pas directement, mais... Non, vous avez raison. Alors, bien. Oui. D'abord, deux choses. Merci, hein, vraiment, parce que c'est très courageux hein, de pouvoir parler en public quand on est un jeune garçon ou une jeune fille de votre âge. Parce que, nous, on est rompus à ça. Hein, voilà, on fait ça depuis des années, mais c'est vraiment très difficile. Et faites-le vraiment comme l'a fait votre camarade, avec entre amis ici, si vous voulez. Je ne suis pas votre professeur, je ne suis pas votre maître. Vous ne reverrez probablement plus jamais, pas souvent en tout cas. Donc vraiment, soyez totalement détendus. Là, il y a deux éléments de réponse que je voudrais apporter qui sont intéressants. Ce ne sont pas des réponses techniques à la situation particulière qui est la vôtre, des éclaircissements généraux sur ce type de situation. La première, c'est pas parce qu'une institution n'a pas de charte éthique ou de code déontologique qu'elle est sans éthique et sans déontologie. Il y a des choses qui vont sans dire. Dans ma famille, il n'y a pas de charte éthique, et il me semble pourtant qu'il y a bien évidemment une communauté éthique entre les enfants, ma femme, comme dans toute famille normalement. Hein. Donc, ne confondons pas l'affichage explicite d'un code éthique avec une dimension éthique réelle. Là où il y a la charte, le code, il ne peut y avoir aucune réalité éthique ou morale. Là où manque la charte ou le code, il peut y avoir une vraie tradition éthique ou morale. Donc n'ayons pas la naïveté de croire que parce que c'est affiché, c'est réel, et parce que ça n'est pas explicité, ça n'existe pas. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, vous avez tout à fait raison de dire que quand un chef d'entreprise, un entrepreneur quelconque, ou un responsable dit, ben voilà, de toute façon, il faut faire du profit, bien évidemment, l'argument semble imparable. Une entreprise vise légitimement, bien évidemment, le profit. Ça, l'argument semble imparable. Sauf que ce qui est intéressant au niveau éthique, c'est qu'elle n'échappera jamais au débat qui fixe les conditions de possibilité de ce profit. Si vous faites du profit, par exemple, en exploitant des gamins en Inde, vous pouvez toujours dire, bah oui, mais enfin, de toute façon, on est là pour faire du profit. Le jour où vous avez des associations de consommateurs qui vont vous dénoncer sur la place commune en disant que cette manière de faire du profit est scandaleuse, il faudra bien que vous changiez votre fusil d'épaule et que vous réinventiez vos manières de produire, de vendre, etc. Si vous êtes une petite boulangère, j'ai vu ce cas il y a pas longtemps, une boulangère qui maltraite ses employés, et ça ne se voyait pas, et d'un seul coup ça se voit, ben, si l'argument, oui, mais je les maltraite, mais c'est pour leur bien, sous-entendu c'est pour mon bien, parce que ça me permet d'aller beaucoup plus vite, de rentabiliser, de leur faire des heures que je ne paye pas, etc. Ben, à partir du moment où il y a quelques clients qui commencent à dire, ben non, mais nous on vient gratuit ici, hein, bien évidemment ça change les choses. Et c'est ça ce que j'appelle l'espace éthique. L'espace éthique, c'est pas d'abord l'espace d'une charte, c'est l'espace d'un jeu social de pression permanente qui fait que même si on veut gagner de l'argent, tant qu'il y a débat social et tant qu'il y a explicitation et partage de l'information, eh bien, on est soumis à des pressions qui parfois vont
Alors, il n'y a pas d'équivalent à moraliser du point de vue éthique. Hein. Éthiquiser, ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire. Éthiquiser, qui peuvent contribuer à éthiquiser les procédures, les manières de vendre, les manières de produire, etc. Et c'est pour ça que l'espace commercial est un espace éthique en tant que tel. Parce qu'il est pris dans un jeu de discours, de croyances, de représentation et de pression qui, de toute façon, détermine toujours la façon dont on peut, dont les bénéfices que l'on fait peuvent être faits dans un ordre supposé acceptable. Voilà, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit, comme ce jeune homme, que bon, bah, lui, tous les jours, il est amené à faire des choses qui peut-être ne sont pas de ses valeurs. Oui. Tu vois, c'est ça aussi. J'ai envie de dire que ce qu'il fait, de toute façon, n'a rien d'immoral. Ce qu'il fait est agaçant. Moi, je ne supporte pas d'être harcelé au téléphone par des gens qui me vendent des choses dont j'ai jamais éprouvé le moindre désir et la moindre envie. Et qui me pire, hein, qui parfois me rappelle, quand j'ai raccroché un peu brutalement, qui me rappelle, mais pourquoi vous m'avez raccroché au nez? Je dis, mais parce que j'ai pas du tout envie de vous parler, que je suis la foutre, quoi. Hein, bon. Mais c'est désagréable, mais c'est pas immoral. Vous ne portez pas atteinte à ma probité et à ma dignité quand vous me téléphonez. Vous ne vous portez pas atteinte à vous-même quand vous appelez quelqu'un au téléphone pour essayer de le convaincre d'acheter des produits de sécurité passive, si j'ai bien compris. Hein, non, pas du tout, c'est dans la prévention, dans la sécurité. D'accord. C'est un bonus dans l'information, ça sert vraiment sur le terrain, mais voilà. C'est pas parce que essentiel. bien évidemment, il y a là quelque chose qui peut éventuellement être utile à certains. Donc ne confondons pas ce qui peut être agaçant et nous mettre mal à l'aise, et ce qui est moralement, qui nous met en défaut moralement et qui nous fait honte. Il n'y a rien de honteux dans ce que vous faites, même si c'est pas très agréable et même si c'est parfois agaçant pour vous et pour ceux que vous avez au téléphone. Voilà. Ne confondons pas une gêne psychologique et une gêne morale. Votre métier, tel que vous faites actuellement, est parfois gênant psychologiquement, il n'est pas vicieux moralement. Est-ce que c'est pas... Ça peut être de la bullshit job. Oui. C'est pas plutôt ça. Oui, il y a un peu de ça. Oui, ce qu'on appelle parfois des bullshit jobs. Ouais. Il en faut. C'est vrai que je suis à la place de vos patrons, bah bien évidemment, on sait bien que la prospection téléphonique a quelque chose d'indispensable. Il faut la faire. Bon, donc, une chose, réfléchir jusqu'où on va. Est-ce qu'on vous autorise à rappeler quelqu'un qui vous a raccroché au nez? Bah, pour moi, c'est une limite. Je veux dire non. Il t'a raccroché au nez, il ne veut pas de toi, n'insiste pas. Est-ce qu'on s'autorise à insulter quelqu'un? Alors ça arrive presque jamais, hein. Moi ça m'est arrivé. Hein. Ouais, vous êtes vraiment qu'un con, vous ne vous rendez pas compte que je suis un jeune qui essaie de gagner sa vie. Mais vous êtes vraiment qu'un con. Je le sais, je suis vraiment qu'un con, il n'y a pas de pour ça. Mais enfin, c'est peut-être pas la peine de me le dire au téléphone, quoi. Là. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là que ça se joue. Quelles sont les limites qui sont clairement fixées, au-delà desquelles on considère qu'il ne s'agit plus simplement d'être importun et de commencer à être éthiquement discutable. Mais oui, je me suis sûr, c'est le genre de bullshit job. Et il en faut. Voilà, un peu. Et puis, bon, j'ai aussi des enfants de votre âge, là. Bah, il faut aussi des métiers de ce genre de temps en temps pour gagner un peu d'argent. C'est tout, c'est le but. On ne s'investit pas en tant que personne dans un job comme celui-ci. On en fait son miel comme on peut, tant bien que mal, en n'investissant pas grand-chose psychologiquement dessus, et en prenant ce qu'on nous donne pour le faire. Ça nous sert d'une expérience, c'est tout. Pardon? Ça nous sert des expériences. Bien sûr, ça fait une expérience, humaine, ça fait une expérience professionnelle, ça vous fait gagner un petit peu d'argent, etc. Et il n'y a rien d'immoral à tout cela. On n'a pas à avoir honte de faire. Voilà, c'est désagréable, un bullshit job, mais ce n'est pas honteux. Quand on peut avoir le choix de le quitter. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont en vraie souffrance. Je ne sais même pas si c'est psychologique, parce qu'ils sont amenés tous les jours à se lever le matin pour aller faire un boulot qui n'a aucun sens pour eux, qui désapprouve. Ça, il faut une société qui amène ça, il faut quand même l'interpeller. Moi, je pense que... Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont ce sentiment dans leur, quand vous allez travailler, ou peut-être pas vous, mais les personnes qui sont autour de vous, vous vous dites, moi je passe quelques mois, mais il y en a, ça fait 10 ans ou encore dans 10 ans qui font ça. Est-ce que vous avez ça, comme des fois, comme sentiment? Oui? Est-ce qu'il y a des exemples?
Vous êtes dans des... Alors vous parliez tout le temps d'autre chose, donc vous ne vous sentez pas concerné. Vous avez l'impression que ce n'est pas un problème. Je me suis posé la question. C'est pas que c'est pas un problème, mais pour moi, il faudrait déjà qu'on en ait conscience que ça peut être un métier qui est difficile, mais essayer d'y apporter notre solution et notre vision de personnelle. Oui. Par exemple, moi, je suis aussi commercial, oui. Et c'est vrai qu'appeler des gens à longueur de journée par téléphone, c'est pas évident, mais j'essaie du coup de me concentrer sur les personnes qui peuvent avoir besoin de ce que je leur apporte et de le tourner en écoutant vraiment les personnes à qui je vends quelque chose plutôt que de leur apporter, comme vous disiez, mon désir de vouloir leur vendre. Et vous avez l'impression, vous vendez quoi? Est-ce que c'est peut-être quelque chose de plus utile ou valorisant? Un peu plus utile, ça dépend des personnes, mais je propose un service de recrutement à travers l'évaluation des offres. D'accord. Donc j'apporte aux entreprises justement je me focalise sur les entreprises en période de recrutement. Et vous avez peut-être des interlocuteurs, je disais Yann, j'ai l'impression qu'il y a plus d'équilibre, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression de les embobiner, comme on peut peut-être avoir dans d'autres dispositifs où les gens sont en déficit d'information ou plus vulnérables. Sachant que la solution est nouvelle en soi et innovante d'une certaine façon, les gens sont un peu plus à l'écoute et du coup je fais plus attention à mon discours, à l'histoire que je peux leur apprendre à travers cette solution. D'accord. D'autres témoignages ou d'autres idées, enfin d'autres questions très différentes là qui peuvent... Cette manipulation du désir de l'autre, en marketing, vous avez tous eu des cours de marketing par contre aussi. On vous dit, en fait le marketing il ne crée pas de besoin, de désir, en effet il faut faire... mais il va chercher un besoin enfoui. Vous avez l'impression, vous des fois en tant que commerciaux, de manipuler le désir ou qui n'est peut-être pas un besoin, mais de le susciter, oui. Nous, dans l'événementiel, notre but, c'est de vendre du rêve aux clients. Oui. Donc, on n'a pas du tout honte à enjouer notre discours, parce que c'est dans le jeu de la vente. C'est-à-dire que le client sait que quand on lui présente un produit, on l'enjolive et on l'embellit pour lui vendre. Donc, c'est dans le jeu. Il n'y a pas de problème critique là-dedans. Vous vendez du rêve, quoi. On vend du rêve, c'est notre métier, de vendre du rêve. Il y a des gens qui acceptent de l'acheter. Des gens qui veulent et qui nous demandent. On est un peu dans la même là aussi, ils sont demandeurs de toute façon. Ils sont demandeurs du rêve. Vous leur vendez ce qu'ils veulent. Oui, mais ça dépend jusqu'où, quel type de rêve peut-être aussi. Ah, mais tant que le rêve est faisable et que c'est réaliste. C'est ça, notre métier, c'est de vendre du rêve, mais en même temps réaliste, parce qu'on va d'abord le réaliser, son rêve. Et si le rêve était immoral, par exemple, qu'est-ce que vous feriez? Quelqu'un qui vous dit, voilà, moi je voudrais que vous mettiez à mes dispositions, vous me fabriquiez l'orgie du siècle qui va durer 4 jours avec des filles mineures de préférence. Le marché de Sade 2021. Voilà. On choisit ses clients. On choisit ses clients et on choisit ses produits. Oui, donc il y a une dimension déontologique là. Il y a d'autres témoignages? Très bien. J'ai une question. Est-ce que nos valeurs morales se perdent à force quand on est commercial? C'est intéressant. Vous savez, nos valeurs morales ou nos vertus morales sont toujours en danger, quoi qu'on fasse, pour une raison très très simple. C'est que je vous ai dit que la morale, elle relève du plus intime de nous-mêmes, de cette conscience que nous avons et que nous pouvons toujours avoir, soit de ce qui nous fait grandir, soit de ce qui nous rabaisse. Et elle est en nous, cette exigence d'élever notre vie autant que possible à hauteur d'humanité. Je crois qu'on souhaite tous au fond de nous être des champions. On est rarement fiers de des sales types, même quand on en a conscience. La difficulté, et c'est pas simplement le fait d'être commercial, c'est que la vie sociale, c'est quoi? C'est une vie marquée par des habitudes normées, par une sorte de conformisme ambiant généralisé, qui tend en quelque sorte à nous plier à des manières d'être, de faire et de se comporter qui sont justement socialement normées, selon que notre société
telle ou telle tradition, croyance, manière d'être, etc. Et donc notre vie collective, ordinaire et quotidienne, et y compris professionnelle, se déploie sur un plan qui est celui du conformisme généralisé. Il faut être là où l'on est, celui que l'on attend que l'on soit. Moi, il faut bien que je sois devant vous aujourd'hui, le conférencier ou l'intervenant, qu'on attend que je sois, bien évidemment. Et le problème, c'est que là, ça crée toujours une petite tension. Ça paraît peut-être dur ce que je vais vous dire là, mais je le crois profondément, la vie sociale est souvent ce qui tend à nous faire oublier notre vie morale, même quand nous nous comportons pas mal, même quand la société ne nous enjoint pas de faire de mauvaises choses, mais simplement en prenant l'habitude de normer nos existences, nos manières d'être, de penser, de croire et d'agir. Il n'y a plus à se demander ce qui m'élève, il n'y a plus qu'à se demander ce qu'il faut que je sois. Voilà. Ce que l'on attend que je sois et que je fasse. Et ça vaut pour toute société, une société professionnelle, la société simplement quotidienne dans laquelle nous vivons, que nous allons faire nos courses, nous marchons dans la rue, etc. Et je crois que c'est là qu'il est important, rester un individu moral, c'est disposer de moments où on se coupe un petit peu de l'ordre social, des habitudes enracinées en nous, et on peut s'arrêter en soi-même et sur soi-même pour se demander, est-ce que cela me fait grandir ? Est-ce que cela m'élève? Est-ce que cela me rend meilleur? Est-ce que cela aide à grandir ce que j'aime, ceux qui me sont confiés, ceux qui vivent autour de moi? Et ce qui nous permet de rester des individus moraux, c'est ces moments où nous avons le courage de nous poser vraiment ces questions. Et ce qui fait de nous des individus moraux, c'est quand le conformisme de la vie sociale nous suffit amplement, professionnel. Et là, on devient tous des salariés. Mais je trouve la question très intéressante, parce que c'est ce que tu expliques, ça peut s'éroder avec des petites phrases, de toute façon tout le monde le fait, si c'est pas toi, c'est pas si grave que ça. Et en effet, tu as raison, à un moment de dire, mais prendre du recul, je parlais de réflexivité, tu parlais du miroir, est-ce que je peux me regarder encore dans la glace le matin en me disant, est-ce que c'est bien ce que tu fais, est-ce que tu es fier de toi? Et ça, vous avez raison de poser la question. Alors, c'est pas que les commerciaux, hein, voilà, on a fait une grosse charge, mais vous avez vraiment raison. Et je crois qu'il y a une chose très intéressante, c'est la capacité d'interpellation. Hein, le MeToo, le hashtag MeToo, vous vous rendez compte la différence qu'il y a eu entre avant, une sorte de conformisme, c'est pas grave que les hommes tripotent les filles, c'est pas grave qu'ils essayent de leur arracher un baiser dont elles n'ont pas envie, je ne parle même pas de viol, hein. Je parle d'harcèlement discriminatoire, comme on a encore des témoignages tous les jours. Et ce hashtag qui permet de dire, ben non, c'est pas possible. Et en effet, tu parlais du contexte, des choses qui étaient peut-être possibles il y a 10 ans, il y a 20 ans, non, maintenant c'est juste pas possible. Et ça, je veux dire, moi je vous interpelle beaucoup, parce que si c'est pas vous qui justement aidez la société à sortir de son conformisme, dans lequel on peut s'enliser année après année, eh bien, on est condamnés tous à cette érosion massive. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Ben oui, non, mais c'est. Je viens de dire autrement exactement ce que je voulais dire, c'est ça, hein, c'est que le. Voilà, c'est. Méfions-nous toujours de nos habitudes sociales qui font qu'on considère que c'est pas si grave, il n'y a pas mort d'homme. Effectivement, ce qu'on appelait toutes ces petites phrases. Hein. Effectivement, si c'est pas nous, ce sera un autre, et après tout, voilà, je sais pas, qui conduisent à justifier tout pour la seule raison que ça se fait et que c'est comme ça. Mais c'est abdiquer devant un réel que l'on n'a pas choisi et qui pourrait être différent de ce qu'il est. Se contenter d'un c'est comme ça, le monde est comme ça, la société est comme ça, les hommes sont comme ça. Non, ça c'est déjà du fatalisme paresseux et c'est déjà immoral. La puissance morale, c'est celle qui, au contraire, préservons-nous la possibilité d'une révolte en disant c'est peut-être comme ça, mais ça ne devrait pas être comme ça. La morale ne nous dit pas c'est comme ça, et nous dit qu'est-ce qui serait mieux, qu'est-ce qui serait préférable. Et l'on appelle à chacun de nous pour se dire, bon voilà, est-ce que ça je peux l'accepter? Pas non. Est-ce que je peux accepter que les mecs, sous prétexte que ce sont des mecs, me tripotent avec un grand sourire, sous prétexte que c'est de la camaraderie? À un moment, se dire, pas non, je n'ai pas à l'accepter. Ça se fait, mais c'est pas bien que ça se fasse. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, bien sûr. Et ça, gardez toujours ça, parce que vous n'avez pas simplement à être dans votre vie des grands professionnels, et j'espère que vous le serez, et je crois que certains, bien évidemment, le seraient.
vous avez tous aussi à être des grands hommes ou des grandes femmes. Les grands hommes, c'est pas ceux que l'on enterre au Panthéon, hein. Enfin, on les enterre pas d'ailleurs, hein. C'est pas ceux que l'on enterre au Panthéon. Hein. Les grands hommes, c'est simplement des hommes qui sont prêts à assumer leur humanité et à essayer de la faire grandir jour par jour. Et vous avez vocation à être les deux. Et il n'y a pas à choisir entre être un grand professionnel et être un homme de bien. Il faut être un grand professionnel en tant qu'homme de bien. Femme de bien, bien sûr. Le mot homme ici est évidemment très équivoque. Hein. Il y a une question que vous n'avez pas abordée, c'est la corruption. Parce que, pour ma part, je pense que la question de la corruption érode petitement, mais tout le monde fait ça. Voilà, les limites, donc c'est la déontologie, oui, c'est excellent. Que l'on se fixe pour éviter qu'effectivement on ait des pratiques qui progressivement, on commence par le repas, et puis le repas au bistrot du coin, qui devient le repas dans un restaurant étoilé, et puis le week-end, et puis l'avion, voilà, avec enfants, tout compris. Donc il y a ces questions-là qui me semblent être aussi la façon dont le commercial, là je dis le commercial, ou le politique, oui, non, voilà. Mais oui, non, la question de la corruption est extrêmement importante parce qu'elle fixe de manière nette une limite. C'est intéressant parce que le mot corruption lui donne d'emblée une valeur morale. Et corrompu, celui qui s'est laissé dégrader, c'est-à-dire qui, par intérêt particulier, a consenti à faire éventuellement ce qu'il n'aurait pas dû faire ou à être celui qui n'aurait pas dû être. Et ce qui est important, c'est que le mot corruption, étymologiquement, n'a pas d'abord un terme du vocabulaire moral. Le corrompre quelque chose, c'est simplement en altérer la nature. C'est-à-dire, ce n'est plus ce que ça devrait être. Du verre corrompu, c'est plus vraiment du verre. De l'or corrompu, c'est plus vraiment de l'or. De la viande corrompue, c'est plus vraiment de la viande, on ne peut pas la manger. Voilà. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est que ce qui corrompt altère le réel et nous fait vivre dans un monde où les choses ne sont plus ni ce qu'elles devraient être, ni ce qu'elles paraissent être. Et c'est le domaine de la falsification généralisée et de l'illusion. Et c'est ça qui est insupportable. Et parce qu'au fond, ce qui fausse tout dans la corruption, fausse aussi bien le corrupteur que le corrompu. Le corrupteur n'est plus celui qu'il devrait être et qui paraît être. Le corrompu n'est plus celui qui devrait être et qui paraît être. Et il n'y a pas de vie sociale possible, saine, dans un jeu de dupes permanent, où les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être, où les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Et là, au-delà de la dimension morale, qui fait que le corrupteur et le corrompu sont tous les deux des salauds, disons les choses clairement, mais attention, le processus de corruption peut être tel que je m'y laisse prendre sans m'en rendre compte. C'est-à-dire qu'effectivement, si on dit, bon voilà, je te donne 50 000 € et puis tu t'arranges pour quoi, je sais pas, je suis inspecteur d'académie maintenant, voilà, des responsabilités dans l'éducation nationale, voilà, j'imagine, ça s'est jamais fait, hein. Voilà, vous voyez de me dire, voilà, on donne 50 000 € puis tu t'arranges, hein. La fille est nulle, mais il faut absolument qu'elle ait le bac. Et voilà, c'est tellement massif que l'immoralité est flagrante. Mais effectivement, il y a les petits gestes particuliers, on y va, presque rien, peu à peu, on joue sur l'amitié, la corde sensible, ouais, la peu, si on veut, sur Parcoursup, tu connais pas quelqu'un dans ces... Et voilà, et là, comment on fait? Eh bien, c'est un peu la même réponse que tout à l'heure. C'est la normalisation sociale, le conformisme social, fait que ça, c'est toujours possible. Il n'y a rien de plus facile que de corrompre, que de se laisser corrompre. Au fond, c'est la norme. C'est d'une banalité confondante et scandaleuse. Et c'est pour ça que la vie morale, c'est ce qui permet parfois de me dire, mais d'accord, tout le monde le fait peut-être, c'est des petits arrangements, on profite un peu de notre place, de notre rôle, de notre pouvoir, d'une relation d'amitié. Ok, tout le monde le fait. Mais la conscience morale en moi, est-ce qui me permet de me demander de temps en temps, mais est-ce que c'est bien que tout le monde le fasse? Est-ce que le fait que tout le monde le fasse justifie que je le fasse moi? Voilà, oui, mais avant de donner en fait, la vraie question, c'est les contre-pouvoirs aussi. C'est que derrière, quand on parle de déontologie, c'est aussi des instances déontologiques qui vérifient si effectivement tout cela
est bien mis en place dans les organisations, dans les entreprises. Ah, c'est ce que tu appelais un contre-pouvoir, c'est ça? Non, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est très important, là. Voilà. Enfin, le tiers, oui, un tiers qui est là pour contrôler. Ça me semble vraiment important. Et donc justement, ce qu'il faudrait se demander, c'est pas plutôt de participer du coup à ce changement collectif, mener des actions collectives, et ensuite peut-être se demander si ce qu'on fait individuellement va nous amener à changer les choses. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, il faudrait peut-être d'abord s'interroger sur ce qu'on apporte collectivement et ensuite individuellement. Ah oui, bien sûr, c'était cette question éthique et morale, je pense qu'elle dépend surtout des normes collectives. Ouais. Alors, elle dépend des normes collectives, mais elle n'est pas déterminée par elles. Vous avez, au fond, elle dépend des normes collectives parce qu'on a tendance à considérer comme moralement normal ce qui se fait. Mais elle ne dépend pas des normes collectives parce qu'en nous, il y a quelque chose qui est capable de résister, de se dire, eh ben, même si ça se fait, ça ne devrait pas se faire. Il y a en moi quelque chose qui résiste. Et on n'échappe pas au collectif. On n'échappe pas à la puissance conformisante et normalisatrice des idées reçues, des lieux communs, des idées toutes faites, des représentations trop faciles. On n'y échappe pas. Pas possible. Hein. Mais en revanche, on peut les interroger. C'est peut-être aussi à ça que sert la philosophie. Voilà, de temps en temps. Et en fait, vous serez des gens libres si vous êtes capables sans arrêt de faire le va-et-vient, conscient de la forme sociale dominante dans laquelle vous êtes pris, et capable de l'interroger moralement à partir de la propre individualité que vous êtes, et capable d'agir sur le collectif à partir de vos révoltes morales. Si vous n'êtes pas d'accord que ça se fasse, et quand dans votre société, vous ayez découvert qu'il y ait de la corruption, qu'il y ait du harcèlement moral ou sexuel, etc., et que vous êtes capable de vous dresser et de susciter du collectif contre du collectif, eh bien, vous ferez partie de ces gens qui joueront dans l'espace social, dans l'espace humain, un rôle qui sera vraiment à hauteur d'humanité. Et ça, c'est assez beau ce temps que nous vivons pour ça. C'est-à-dire, au fond, on ne lutte pas contre le collectif et contre la puissance normalisatrice du collectif par simplement des petites révoltes individuelles et morales, mais en suscitant un autre collectif alternatif qui dit, eh ben non, chez vous ça se fait, mais chez nous ça se fait pas. Et on ne veut pas que ça se fasse chez vous, et on veut que ça se fasse nulle part. La figure, c'est le lanceur d'alerte. Oui, par exemple. Ça peut être qui est très maltraité, il faut le savoir aussi. Hein. Mais par contre, ce qui est très important aussi, c'est on peut interroger aussi l'organisation, l'entreprise et la personne sous d'autres angles que la philosophie. Je pense à la psychanalyse, où on parle du déni. Moi, je travaille avec beaucoup d'entreprises, il y a un déni. Hein, on avait parlé la dernière fois des scandales, le scandale de la vache folle, le scandale du Mediator, le scandale de la viande de Spanghero. Il y a un déni, on sait, mais on ne veut pas le voir. Et quelquefois, il y a quelqu'un qui arrive, qui peut être un jeune stagiaire, qui peut être quelqu'un qui vient et qui dit ce n'est juste pas possible, quoi. Et qui va interroger en effet le collectif, qui était juste, qui ne pensait pas les choses, qui ne voulait pas les voir. Et ça, je trouve que c'est courageux, hein. On n'est pas tous des lanceurs d'alerte potentiels. C'est intéressant. Mais ça, c'est quand même nouveau, le lanceur d'alerte, parce que c'est quelque chose... c'est la puissance aussi des réseaux sociaux. Hein, la capacité que l'on a, dans un abattoir par exemple, on va voir effectivement la façon dont on tue des animaux, qui sont sans doute, pour certains, particulièrement épouvantables. Effectivement, c'est un témoignage qui fait que le lanceur d'alerte a la possibilité de lancer l'alerte. Parce qu'après, avant, c'était tout fermé, chacun est maître chez soi. Là, chacun, un patron est maître chez lui. C'est une remise en question de l'autorité, l'autorité traditionnelle. Il y a un film, vous n'avez peut-être pas vu très bien, enfin, où le bouquin existe, de Jérôme Kerviel. Vous voyez qui c'est, Jérôme Kerviel? C'est le jeune trader par qui la Société Générale, entre guillemets, a été mise dans un scandale, ruiné. Le film est très bien fait, il a écrit un bouquin. Comment on arrive à s'auto-piéger, en fait, parce qu'il a fait des choses qui étaient, alors je ne sais pas si c'était immorales, peut-être pas, mais elles étaient anétiques. Et en fait, on comprend comment on se piège, en fait, on s'auto-piège, et sans voir le problème arriver. Alors je ne parle pas du problème financier, mais le problème aussi d'avoir dépassé toutes les limites. Et il est très intéressant ce cas de figure de Jérôme Kerviel. Ou aller sur Google, il y a beaucoup de récits
de ce qui s'est passé. Et voir aussi comment il s'est fait après, comment il y a eu plein de complicité autour de ce qu'il a fait, tant que ça se passait bien, comment après il a été complètement accusé, mis au banc. C'est très intéressant, les constructions collectives de malhonnêteté, en fait. Enfin, les petites malhonnêtetés. Voilà, qui deviennent... Il y a vraiment une intervention très intéressante. Quand vous avez parlé, vous avez différencié entre le commerçant, chez qui on va acheter son pain, bref, on y va, et le commercial, ou le commerce. Et il me semble que le commercial, c'est le début du e-commerce. C'est-à-dire que progressivement, il y a une notion dans laquelle on ne va plus... C'est la différence entre l'offre et la demande. Et que là, il y a un basculement, alors qui n'est pas lié simplement au e-commerce. Ça m'a fait tilt, j'avais jamais... Mais c'est bien antérieur, puisque le commercial, comme vous avez dit, est quelque chose qui date des années 60-70. On commence à développer des forces commerciales, justement. Avant, il y avait des représentants de commerce, enfin, qui étaient pareils, mais oui, mais enfin... Moins massif, moins massifié, ouais, moins systématique. Et puis surtout le commercial, il y a une force derrière aussi de marketing. Enfin, il y a plein de... Il y a toute une machine qui se met en place dans laquelle le commercial n'est pas seul, quoi. Il est un des éléments de toute cette mécanique. Et ça, je pense que là, il y a un vrai basculement justement entre ce bout commerce, entre guillemets, parce que j'ai bien compris que c'est le livre, combien le livre 20 du chapitre, je vais le regarder, je vais les lire. Le 20 l'esprit des lois. Le 20e chapitre 20 de l'esprit des lois. Moi, en tant que Bordelais, l'esprit des lois, Montaigne, Montesquieu. Et là, il y a un basculement, je pense, très intéressant. Et ce qui est marrant aussi, c'est que le e-commerce, il garde quand même, me semble-t-il, les deux approches. C'est-à-dire l'approche à la fois du « on y va » et « il vient chez nous ». Parce que on y va bien évidemment, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être sollicité pour aller, voilà, j'ai besoin de, voilà, tel livre, tel produit, telle prise électrique, etc. Pof, Amazon, j'y vais. La question est relativement simple, mon désir est déjà constitué, le commerçant virtuel est là, c'est livré dans ma boîte aux lettres. En fait, c'est une transaction qui part bien de l'acheteur, qui va vers le vendeur. Mais on sait bien en même temps que le e-commerce ne fonctionne que s'il entre lui-même dans des stratégies destinées à susciter notre désir d'achat. Donc c'est effectivement, vous êtes en train de faire, d'aller sur Internet, est-ce que vous avez l'incrustation de la fenêtre, vous avez besoin d'un matelas, vous avez besoin d'un système de sécurité, vous avez besoin de tel outil, tel plus de courant. Vous avez acheté tel livre il y a 15 jours, cet auteur vient d'en publier un autre. Voilà. Et donc au fond, le e-commerce au niveau virtuel réalise en quelque sorte la fusion du commerçant et du commercial, me semble-t-il. Il est à la fois l'institution virtuelle vers laquelle on va avec un désir déjà constitué, et l'institution virtuelle qui vient à nous pour constituer notre désir. Et au fond, ce n'est pas une manière nouvelle de commercer de ce point de vue-là, mais du point de vue de l'absence de visage. C'est-à-dire, au fond, on a inventé en quelque sorte le commerce sans commerçant et le commerce sans commercial. Presque paradoxalement. Et en conclusion, que je vous demanderai, c'est que je reviendrai sur l'introduction. Le sophiste, le mercenaire et le commercial. Et j'ai fait mettre la prostituée. Et la prostituée, oui, non, voilà, c'était la prostituée. Donc j'aimerais bien que vous concluiez à partir de ces trois dimensions introductives. Oui. Il me semble, il s'agirait presque de... Oui, c'est vrai que ça va être intéressant de conclure là-dessus. Au fond, qu'est-ce qu'il y a de commun? Vraiment, on était parti de cette idée que ce qu'il y a de commun entre le commercial, la prostituée, le sophiste et le mercenaire, c'est que ce sont des figures interlopes, déconsidérées, regardées a priori comme vénales. Or, ce qu'on pourrait tenter peut-être en conclusion, c'est à défaut d'une réhabilitation, en tout cas un rapport un peu juste. Au fond, qu'est-ce qui distingue vraiment? Alors je vais être brutal dans des questions un peu décapantes peut-être, hein, mais au fond,
qu'est-ce qui distingue vraiment le mercenaire du soldat de métier attaché à un État? On peut toujours faire des gorges chaudes sur le fait que l'un n'est attaché à aucun idéal et aucun pays, et que l'autre est attaché à l'idéal et à un pays. Mais au bout du compte, quand ils tueront, quand ils se serviront leurs armes, ils feront exactement la même chose. Et cette façon de dénigrer la figure du mercenaire n'est-elle pas au fond une façon de se mettre soi-même en paix avec la figure du soldat? Donc, non pas réhabiliter le mercenaire, mais se demander ce qui se joue derrière cette façon de maltraiter, de déconsidérer le mercenaire. Au moins, ça libère la place pour une configuration éthique de la figure du soldat. Même chose pour le sophiste. Celui qui se fait payer pour transmettre un savoir et un savoir-faire. Platon était outré, considérant que la vérité n'avait pas de prix, etc. Mais est-ce que justement, dénigrer à ce point la figure du sophiste, ce n'est pas libérer la place pour une survalorisation de la figure du philosophe ou du professeur? C'est ce qu'a fait Platon. C'est exactement le même geste qu'avec le mercenaire. Dénigrer la figure de la prostituée, la considérant profondément immorale, etc. Est-ce que c'est pas libérer une place prétendument éthique pour nos petits arrangements sexuels et affectifs quotidiens? Nos tromperies, nos coucheries, voilà, c'est... Hop, voilà. Dans tous les cas, on construit une figure bien facile qui, une fois qu'elle permet d'exorciser certains vices que nous portons en nous, permet de moraliser prétendument la figure de ce que nous voulons être. Non pas un sophiste, mais un philosophe. Non pas une prostituée, mais une maîtresse. Non pas un mercenaire, mais un soldat. Et même chose peut-être avec le commercial. Peut-être qu'il fait partie de cette espèce de pandémonium imaginaire que l'on construit de manière fantasmée. Ah non, je ne suis pas un commercial, je suis un commerçant. Ouais, mon souci, c'est vraiment de fluidifier les échanges, d'être utile aux autres, etc. Et je crois qu'il ne faut pas se faire avoir par ces jeux de dupes, par ces manières de construire des figures repoussoires qui nous permettent de nous installer confortablement dans une figure moralement réconfortante. Il vaut mieux assumer une sorte d'insécurité permanente qui au moins soutient un peu notre conscience morale. Être philosophe, c'est pas certain que ce soit pas être un sophiste. Être une maîtresse ou un amant, c'est pas certain que ce soit fondamentalement différent d'une prostituée ou un prostitué. Être un soldat, c'est pas certain que ce soit pas fondamentalement différent d'être un mercenaire. Être un commercial, il n'est pas certain que ce soit fondamentalement différent d'être un commercial. Ne nous faisons pas avoir par ces stratégies psychologiques de construction d'une altérité imaginaire qui nous permet de nous installer dans une réalité confortable. Bien sûr, vous n'êtes pas en train de nous faire une sorte de relativisme. C'est plutôt un regard, je dirais, inquiet du philosophe, se remettant en question constamment. Oui, c'est ça, bien sûr, c'est ça qui est en jeu. C'est pas de dire, au fond, tout se vaut, tout est pareil. Oui. C'est dire, quand nous faisons ceci, est-ce que nous n'oublions pas de remettre en question ce que nous sommes, nous? Et c'est la morale, la morale, je vais dire autrement, c'est trop facile la morale qui consiste à dénoncer ce que sont les autres. La véritable morale, c'est celle qui me permet à moi-même de me dénoncer moi-même, à moi-même. Aussi. Bonne conclusion.